Donc voilà, aujourd'hui au programme, nous allons faire pas mal d'expériences de pensée pour commencer, parce qu'il faut un peu s'ouvrir l'esprit. Aujourd'hui, ça va être chargé quand même comme cours, hein, donc il faut vraiment commencer par... Ah oui. Alors, donc, beaucoup d'expériences de pensée. On va un peu regarder l'échelle de temps long, donc l'humanité à l'échelle cosmique, hein, parce qu'on regarde toujours un peu le futur à 10, 20 ans en avant. L'utopie des souris, c'est un exercice, une expérience qui a été faite dans les années 60 qui est super fascinante. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif de sujet. Donc là, on a fait le décodage symbolique de l'évolution de l'humanité, donc les grandes lignes, les grands organes, entre guillemets, qu'on a fait pousser pour l'humanité, les systèmes qu'on a mis en place. Là, maintenant, c'est des événements qu'on va regarder. Okay, le décodage symbolique des événements, et parfois, ça peut être pas mal chargé. Donc voilà. Alors, on va commencer directement. Donc l'importance de l'état d'être, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est l'expérience du prêtre fou. Donc imaginez, vous êtes un prêtre au XVIe siècle, vous apprenez que Dieu n'existe pas, que tout n'est qu'une suite de causes et d'effets, et en fait, vous pétez un câble. Vous commencez à dire, ah ben donc il n'y a pas d'enfer, donc en fait je m'en fous, je fais ce que je veux, je peux tuer qui je veux, il n'y a pas de conséquences à mes actes, etc. Et donc c'est vraiment pour souligner que on s'en fiche de la vérité. Ce qui est important, c'est votre état psychologique quand vous transitez vers une nouvelle façon de penser. Okay, et donc il faut toujours être en fait un espèce de juge interne pour se dire est-ce que je suis prêt pour ce genre d'idée ou pas. Encore aujourd'hui, on est en train de décompresser donc, toutes ces idées, de ça on va parler après, mais de ce qu'on a découvert, hein, de la physique quantique, tout ça, on n'arrive toujours pas encore à vraiment se dire ok, c'est quoi les conséquences philosophiques de ça. Et c'est la même chose à ce moment-là, il y a effectivement des gens qui n'étaient pas prêts au XVIe et XVIIe siècle à passer dans une vision du monde purement matérialiste avec juste la suite de causes et d'effets, et voilà, il y a le Big Bang, il y a tout qui se déroule. C'était juste pas possible psychiquement pour ces gens-là de rester sains, entre guillemets, avec ce genre de vision du monde. Et donc il y a un temps pour toute chose, et c'est pas bien ou mal, quoi. Donc voilà. Par exemple, si on se sent, par exemple, paniqué par le changement climatique, on se sent écrasé par la matière et la cause à effet de l'univers machine, alors peut-être c'est bien de chercher un sens plus profond. Mais si ça ne nous embête pas, alors c'est pas grave. Voilà. C'est pas voilà. Et donc moi j'ai par exemple l'exemple d'un collègue à qui j'explique un peu mes théories, et il me dit par exemple, parce que je parle du principe que l'adolescence c'est quelqu'un qui manifeste, qui proteste, qui revendique beaucoup de choses vis-à-vis de papa, il me dit mais moi j'aime bien manifester. Et je dis ça c'est une sagesse vraiment profonde, parce que finalement c'est ça l'important, c'est est-ce qu'on se sent bien là, ou est-ce qu'on se sent un peu qu'est-ce que je fous là, je ferais mieux de rentrer chez moi et de cultiver mes patates, quoi. Voilà. Et ça il faut être honnête avec soi-même. Et donc, chaque chose en son temps, c'est comme quand vous voyez par exemple un enfant au supermarché qui a 3 ans, il crie, il veut des bonbons, vous dites ok, bon ben voilà, c'est son stade de développement, voilà. Si vous voyez un adulte de 21 ans qui crie comme ça, je veux des bonbons, vous dites bon, ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment avoir cette espèce de regard, de se dire il n'y a pas plus important que la vérité, c'est comment on se sent avec, est-ce qu'on se sent à l'aise, est-ce qu'on se sent bien dans son temps, dans son époque, dans son milieu social, avec les idées et les croyances qui nous habitent. Une autre expérience de pensée, c'est le prêtre qui se voulait scientifique. Donc vous êtes un prêtre qui se met à la science, vous effectuez différents mélanges de matières, etc. Et puis pour s'assurer que l'expérience réussisse et que le mélange ne vous explose pas à la figure, vous vous mettez à prier. Et vous êtes là en mode « Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que l'expérience se passe bien ». Et en plus, vous essayez de trouver des explications d'une vision matérialiste dans la Bible. Ben, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas appliquer une méthodologie, une façon de penser d'un vieux paradigme à un nouveau paradigme, à une nouvelle manière d'interagir avec la réalité. Et donc ça, parfois, c'est l'erreur qu'on fait, et on va le voir plus tard, systématiquement, c'est quand on essaye d'appliquer une vieille méthode qu'on connaît à quelque chose de nouveau, une nouvelle manière d'interagir avec la réalité. Et ça, c'est typiquement le scientifique qui se voulait spirituel, hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous êtes un scientifique qui s'essaye à la spiritualité et qui essaye de trouver des preuves empiriques ou des hypothèses, des théories, etc., qui expliquent de façon empirique des phénomènes qu'on appelle paranormaux. Ben, en fait, c'est perdu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas capturer ça dans le cadre de l'empirisme avec des trucs qui sont reproductibles, parce que finalement, l'empirisme, ça marche, mais seulement dans le cadre des choses qui sont empiriquement vérifiables, que vous pouvez répéter. Donc vous pouvez répéter l'expérience. Mais si c'est un truc qui apparaît juste une fois, et puis c'est fini, bah, ça ne rentre pas dans ce cadre de champ d'expérience-là.
Et alors vous allez essayer de forcer la main, parce qu'aujourd'hui évidemment tout le monde s'en fout de ce que vous avez vécu, de vos expériences personnelles. On veut avoir des preuves, on veut avoir quelque chose de tangible. Il n'y a que ça qu'on considère comme des faits ou valables pour dire que c'est une connaissance. Et donc vous allez essayer de faire rentrer tout ce qui est au-delà de la science dans le cadre scientifique, juste parce que sinon vous êtes impuissant à convaincre les autres ou à ce qu'on vous prenne sérieusement. Et ça c'est aussi un peu tragique, c'est tout aussi tragique finalement que le prêtre qui essaie de prier pour que son expérience réussisse. Ça n'a plus de raison d'être, vraiment. Une autre expérience de pensée, c'est le médecin diplomate. Donc vous êtes un médecin du XVIIe siècle, il vient d'y avoir une épidémie de peste dans la ville où vous êtes, et il y a deux prêtres, l'un protestant et l'autre catholique, qui viennent vous voir et qui vous demandent de les départager. Est-ce que la peste noire est une punition divine qui provient du fait que les gens ne vont plus à l'église, ou est-ce que c'est plutôt le fait que les gens ont mal appliqué les textes de la Bible? Et est-ce qu'il vaut mieux prier matin et soir en récitant 10 fois l'Ave Maria, ou plutôt prier à midi en récitant 20 fois le Notre Père? Et vous, en tant que médecin, il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est évidemment un peu des deux, je ne sais pas trop, voilà. Et ça, c'est la réponse qu'on donne quand on ne veut pas se faire brûler sur le bûcher. Et la réponse qu'on pense, c'est on s'en fout. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas le sujet, quoi. Mais il y en a un qui est plus musclé que l'autre. Voilà, c'est ça. Et puis, s'il y en a un qui veut plus vous brûler que l'autre, vous voyez. Donc, il faut faire gaffe, quoi. Donc, à ce moment-là, et donc, c'est juste la manière dont vous allez réagir, répondre, vous allez avoir du mal à prendre parti. Et en plus, si vous vouliez être vraiment honnête, vous ne pourriez pas parce qu'ils ne comprendraient pas votre raisonnement, votre démarche. Ils vous prendraient pour fou, ou alors ils voudraient vous dire que c'était un hérétique, etc. Et puis, en plus, si vous êtes vraiment un médecin qui connaît vraiment comment ça fonctionne, vous allez dire, oui, mais il y a l'effet placebo aussi. Donc, je ne peux pas dire aux gens, on s'en fout, priez pas, puisque le fait de croire que prier, ça les aide, ça a un effet positif. Donc, c'est pas... Il y a des trucs à jeter, il y a des trucs à intégrer, encore une fois. Hein, donc, c'est logique d'intégration des choses. Donc, on prie, et en plus, on se lave, et en plus, on prend des médicaments, etc. Et évidemment, ça, c'est en fonction de votre vision du monde, de vos croyances, pour que vous soyez à l'aise. Vérité ou émotion, une expérience de pensée qui est intéressante, c'est l'expérience de pensée de la bibliothèque. Dès que vous rentrez dans une bibliothèque, il y a là des milliers de livres qui contiennent des informations fausses. Que ce soit parce qu'elles sont datées, parce que c'est des trucs qu'on a prouvé qui étaient faux, mais que c'est des vieux livres du, je sais pas moi, 18e siècle, ou alors des théories qui vont dans tous les sens. Pour quel livre est-ce que vous passerez du temps à les débunker, ou alors est-ce que vous essayeriez de vous les brûler? Débunker, ça veut dire prouver que c'est faux, quoi. Donc c'est un terme qu'on utilise pour dans le cadre des fake news. Il y a beaucoup de trucs comme ça sur YouTube, hein, des gens qui disent voilà, je vais vous prouver, regardez, ça, ils disent n'importe quoi ici. Et en fait, là, on se rend compte que la vérité, c'est pas que vous êtes aussi enthousiaste à contredire ou à brûler un livre par rapport à un autre. Les deux sont faux. Mais celui que vous allez brûler, c'est celui à partir duquel vous vous projetez dans un futur où vous vous dites « Ah, si tous les gens agissaient en fonction de ce que dit ce livre-là, dans quelle réalité est-ce que je me trouverais? Et est-ce que c'est une réalité qui me fait peur ou pas ?» Donc il y a vraiment quelque chose de très personnel là-dedans. On n'est pas des machines qui essaient de contredire ou de prouver que quelque chose est faux de façon absolument objective, rationnelle et constante. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et donc l'autre expérience, c'est par exemple le monstre spaghetti géant. Il y a souvent ça qu'on dit, voilà, c'est le monstre spaghetti géant qui a créé l'univers et en fait il va se fâcher sur vous si vous découpez vos spaghettis. Alors, en fait, si quelqu'un vous dit ça, vous allez juste rigoler. Vous n'allez pas le prendre au sérieux, vous n'allez pas essayer de lui prouver, vous n'allez pas commencer à lui expliquer le Big Bang et lui dire le contredire. Parce que vous vous dites, mais de toute façon, il n'y a aucune chance qu'on le croie. Et donc, c'est vraiment ce truc où il faut bien réaliser que nous sommes des êtres humains et la vérité, c'est quelque chose qui est important pour nous, à un niveau même plus émotionnel que de la réalité, d'essayer de absolument prouver que l'une chose est fausse par rapport à une autre. Ok? Encore une fois, vérité ou émotion, une expérience de pensée, c'est le débat. Vous assistez à un débat entre un climatologue et un PDG d'une compagnie pétrolière, les esprits s'échauffent, ils commencent à se hurler dessus en se balançant diverses statistiques et faits. Et donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas les sous-titres émotionnels. Souvent, et c'est ça le problème, c'est qu'on fait semblant qu'on est rationnel,
Alors qu'en fait, ce qui nous motive, ce qui nous anime, c'est l'émotion. Donc, vous avez ici en sous-titre « J'ai peur pour celui qui est partisan du changement, enfin, qui défend le changement climatique et qui essaie d'argumenter en faveur d'une réduction, par exemple, de la pollution. Les sous-titres émotionnels, ce serait « J'ai peur pour mes petits-enfants, la planète, ma vie, etc. » Et le PDG, lui, ben, en derrière, il y a « J'ai peur pour qu'on va transiter vers du communisme, où la liberté est plus permise, où je vais perdre mon boulot, et qu'est-ce que je vais faire, etc. » Et donc, on met cette espèce de couche de vernis rationnel, et on se balance des faits, mais en fait, si on s'énerve derrière, c'est parce qu'il y a des émotions. Il y a plein de choses qui nous animent, qui sont surtout du degré de l'émotion. Sinon, on serait là à se dire, ben voilà, moi je te balance mon fait, toi tu me balances ton fait, et puis je sais pas, moi on donne ça à une IA et elle calcule la probabilité de qui a plus raison, enfin je sais rien. Mais voilà, pas besoin de s'énerver alors, hein, on est tous des robots, on se balance des faits, et puis il y a une vérité qui est, on met une équation, il y a une réponse, et voilà. Je dirais, pas besoin de s'énerver. Et donc, quand on a ces paradigmes qu'on a explorés les uns et les autres, il y a cette mise en abîme via les paradigmes. Et donc l'expérience de pensée, c'est des systèmes d'exploitation imbriqués les uns dans les autres. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un système d'exploitation? Donc c'est Windows, Apple, Android, Linux. Bon. Donc si vous voulez, c'est comme un système pour faire tourner des applications à l'intérieur. D'accord? Et en fait, vous pourriez considérer que les paradigmes que l'humanité a traversés, c'est une relation de système d'exploitation à application, et toujours en créant des systèmes d'exploitation plus grands dans lesquels l'ancien système d'exploitation devient une application. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quand on passe du polythéisme au monothéisme. Au début, le récit, c'est pas il n'y a qu'un seul Dieu, c'est plutôt le Dieu monothéiste, c'est le chef de tous les dieux. Il est au sommet de la pyramide du pouvoir de tous les autres dieux. Et puis on sait aussi qu'on a intégré énormément de traditions, entre guillemets païennes, que ce soit Noël, Pâques, voilà, dans le monothéisme. Juste on l'a un peu transformé, on lui a donné un vernis du monothéisme, mais ça reste en fait les traditions qui ont été portées dans le nouveau paradigme, si vous voulez. Mais donc vous faites tourner donc, le polythéisme en quelque part dans le monothéisme, sans vraiment s'en rendre compte, vous intégrez ça là-dedans. Ensuite, le monothéisme, lui, s'émiette en protestantisme, orthodoxe, etc. Ça devient un peu le chaos. Et en fait, s'ils sont en conflit les uns avec les autres, c'est parce qu'ils se considèrent comme des systèmes d'exploitation. Vous voyez, le système d'exploitation, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis le système dans lequel tout le reste doit tourner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites cette transition à un paradigme plus grand, tout le reste devient des applications qui tournent dans le système d'exploitation plus grand. Donc la science matérialiste, la vision scientifique de voir la réalité, à partir de cette vision-là, vous pouvez faire tourner le monothéisme, pas de problème, et plein de versions de monothéisme différentes. C'est juste que vous vous dites, ok, ça c'est juste des croyances, mais on s'en fiche. Finalement, le monothéisme, il est encore là. Il y a encore des églises, il y a encore les orthodoxes, les protestants, etc. Sauf qu'ils ne sont plus en train de se faire la guerre. Enfin, un peu, mais voilà, c'est rien comparé aux guerres de religion qu'il y a eu, qui ont traversé l'histoire. Okay, et donc vous pouvez maintenant faire tourner le monothéisme à l'intérieur du cadre de la science. Et la science maintenant se considère comme système d'exploitation. D'accord? C'est genre maintenant c'est ça la réalité, etc. Sauf qu'elle s'émiette aussi, puisqu'il y a plein de théories parallèles sur est-ce que c'est la conscience qui est là en premier, ou est-ce que c'est la matière, est-ce que c'est le Big Bang, la matière noire, la théorie des cordes, ça va dans tous les sens. Et donc, il faut créer un paradigme qui est encore au-dessus, qui devient un nouveau système d'exploitation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette relation-là fait penser au mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire que vous êtes dans la caverne de Platon, vous connaissez hein, le mythe de la caverne de Platon? Non? Ok, donc en gros, c'est imaginer des personnes qui sont enchaînées à un mur, dans le noir, dans une caverne. Et ils ne peuvent pas regarder vers l'extérieur. Eux ne voient que des ombres qui sont projetées sur le mur. D'accord? Et donc il y a un feu là, on projette des ombres. Et imaginez que l'un d'eux arrive à s'échapper et va voir le monde réel, et puis redescend dans la caverne et essaie de leur expliquer ce qu'il a vu. Très compliqué. Très compliqué parce que pour ces personnes-là, ça c'est la seule réalité. Les ombres projetées au mur, c'est la seule réalité. Et donc pour Platon, c'est un peu pour expliquer que oui, il est idéaliste, hein, donc il parle des formes universelles, hein, les fameux solides de Platon, et les idées en fait universelles, dont nous ne serions qu'une ombre projetée comme ça dans un monde illusoire.
en fait, vous pourriez vous dire que ça, c'est les applications, ça, c'est le système d'exploitation, la relation entre les deux. Vous voyez? C'est que ça, c'est juste une façon d'interpréter ou de vivre une expérience au sein d'un système d'exploitation plus large qui est la réalité. D'accord? Mais en fait, avec cette vision-là des systèmes d'exploitation imbriqués les uns dans les autres, il n'y a pas de vraie réalité. C'est juste que la réalité, elle s'étend à chaque fois de plus en plus. C'est comme si ça aussi, c'est une caverne. Mais vous ne le savez pas quand vous sortez parce que ça a l'air tellement vaste et tellement compliqué et tellement nouveau, vous vous dites « Ah, maintenant je suis dans la vraie réalité ». Et puis au plus vous l'explorez, cette réalité, au plus vous commencez à se dire « Ah non, mais en fait c'est aussi une caverne ». Et puis hop, vous sortez de nouveau dans une réalité encore plus vaste. Et là vous dites « Ah maintenant c'est la réalité ». Mais en fait c'est juste un processus comme ça, où quand vous avez maîtrisé quelque part la caverne où vous êtes, vous avez maîtrisé toutes les ombres quelque part qui ont été projetées sur le mur, alors vous êtes prêt à ce moment-là de sortir pour commencer à explorer une réalité plus vaste. Mais vous devez d'abord avoir digéré quelque part le paradigme qui vous habite. Vous ne pouvez pas transiter du polythéisme directement à la science matérialiste. Vous voyez, il y a besoin d'avoir cette croissance. Vous ne pouvez pas passer d'un enfant de 3 ans à un adolescent. Ça ne marche pas. Il y a des étapes de développement. Ok ? Alors, on va faire encore une mise en abîme via les paradigmes très intéressante. Une expérience de pensée, c'est une histoire racontée de façon différente, mais c'est la même histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'atomes. Alors, c'est l'histoire d'atomes qui sont dans un certain état. Puis un événement qui arrive et leur état change. Il y a des électrons qui changent d'orbite, il y a la configuration des atomes qui change. Voilà. Ensuite, je vais vous raconter, cette histoire, elle est racontée de façon très brève, parce que je pourrais aussi m'étendre, mais ce serait un peu enquiquinant, on va dire, pas très intéressant. C'est l'histoire d'un cataclysme biologique absolu. Il y a des milliards de morts cellulaires, il y a une espèce de bouleversement d'un coup, c'est comme, je sais pas moi, un tremblement de terre, ou avec des milliards de cellules qui meurent. Ok ? Donc ça, c'est avec plein d'événements biochimiques qui se passent. Il y a un enfant qui se tape avec un marteau sur son doigt. D'accord ? En fait, c'est la même histoire, hein, jusqu'ici. Il y a une âme qui est en train de regarder son incarnation qui se dit « Ok, oulala, moi, vu d'ici, je vois toute sa vie, là, comme ça, hein, comme une espèce de fractal, comme ça, je vois tous les choix et potentiels. Et là, comme je le vois, il est dirigé vers une ligne du temps où, à 16 ans, il va se couper la main parce qu'il ne fait pas attention avec les outils. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ok, ben en fait, je vais m'assurer qu'à ce moment-là, il se tape avec son marteau sur le doigt. Il va apprendre la leçon, il va faire gaffe avec les outils, et à 16 ans, il va éviter de se couper la main, ce qui fait que ça ira mieux pour l'avenir. Voilà, je vous raconte en fait la même histoire, juste en prenant à chaque fois de la hauteur, à chaque fois de la distance, en se disant, imaginez une conscience qui examine ce qui se passe au niveau des atomes, une conscience qui regarde ce qui se passe au niveau que cellulaire, mais qui ne part pas du principe que ces cellules font partie d'un organisme global. Hein. Juste, voilà, vous êtes à l'intérieur du doigt, vous examinez ce qui se passe, vous ne savez pas qu'il y a un monde extérieur, vous ne savez pas que vous êtes dans un humain. Et puis, du point de vue d'humain, ça tout le monde connaît. Et puis ça, disons, ok, partons du principe qu'on n'est qu'une cellule dans quelque chose voilà, qui a son intelligence propre, un organisme global. Essayons de prendre de la hauteur et regarder les choses via ce prisme-là. Et donc, c'est juste pour montrer que vous pouvez avoir exactement la même histoire, en fonction du prisme que vous appliquez là-dessus, en fonction du paradigme que vous appliquez, vous pouvez l'interpréter et la raconter complètement différemment. Et aussi, les réactions que vous pouvez avoir par rapport à cette histoire changent complètement. Ok ? Est-ce que ça va jusqu'ici ? Ça va, les expériences de pensée ? Oui, ensuite. Ok. En fait, souvent, j'ai l'impression qu'on pourrait mettre réalité et vérité, changer un mot par l'autre, quoi. Oui, absolument. Ben, c'est interchangeable dans un certain sens, oui. Mais voilà. Après, ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. Après, la réalité et la vérité évoluent pour moi de concert. Hein, donc voilà. Mais disons que la vérité est un peu plus vaste quand même. Pour moi, il y a la réalité, ça dépend ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est ce qu'on vit maintenant ? La vérité, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais voilà, c'est juste peut-être ma manière d'utiliser les choses. Alors, maintenant, on va parler de l'humain à l'échelle cosmique. Donc, je vais vous raconter une interprétation de comment on peut voir cette relation entre les différentes
stades de développement de l'univers, même si cette histoire-là, vous verrez plus tard que c'est juste une histoire qu'on se raconte parce qu'elle est facile à comprendre, mais que ce n'est pas spécialement le reflet de comment les choses se sont vraiment passées. Mais donc, au début, on est bien d'accord, il y a le Big Bang, il n'y a pas beaucoup d'atomes en fait à ce moment-là. Hein. Il y a peut-être l'hydrogène et quelques autres, mais pas grand-chose. Donc en fait, l'univers est un nuage de gaz. Donc c'est le monde de la physique, on va dire. Et ce nuage de gaz s'agglomère pour former une étoile. Et pour moi, vous avez dans l'univers des formes ou des structures qui sont comme un pont entre deux réalités. Okay ? L'étoile est le pont entre le monde de la physique et le monde de la chimie, puisque c'est au cœur des étoiles que sont formés tous les autres atomes, dans les étoiles de première génération. Okay ? Donc l'oxygène, le carbone, tous les atomes un peu plus sophistiqués sont des résidus d'étoiles qui ont explosé. À partir de ces résidus-là, vous pouvez former des planètes. Les planètes, c'est pour moi le monde de la chimie. D'accord ? Il y a des océans, des volcans, il y a plein de choses qui se passent. C'est le monde de la chimie, c'est le monde des molécules, si vous voulez. Okay ? L'étoile, ce n'est pas vraiment des molécules, hein, c'est un bouillonnement d'atomes, mais les ingrédients pour former les planètes sont forgés dans les étoiles. Donc c'est quelque chose qui est à cheval entre deux mondes. Puis, vous avez les cellules vivantes, qui est comme l'aboutissement ultime de la chimie, même si vous verrez que ce n'est pas comme ça que je présenterai la vie plus tard, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il y a certaines structures qui sont vraiment clés parce qu'elles sont à cheval entre deux réalités. Et à partir de la cellule vivante, vous avez des plantes, des animaux, un peu tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez encore une structure au-dessus, qui est aussi le pont entre deux mondes. Et là, je vais vous laisser deviner ce que c'est cette structure. C'est assez simple là maintenant, si vous avez compris cette logique. C'est la Terre. La Terre, elle est là. Hein. Ah oui. La naissance de l'humain. Alors oui, effectivement. Donc l'humain est le pont entre la biologie et quoi? Moi, j'ai un nom pour ça, mais après, ça peut être... Qu'est-ce que nous apportons ici dans la réalité qui n'existait pas avant? La pensée. Oui, c'est ça. Donc moi, j'appelle ça le monde des idées. Hein. Donc, par exemple, la démocratie, les voitures, les PC. En fait, on est entouré d'idées constamment ici, maintenant. C'est-à-dire qu'on est, l'humain est l'instrument à travers lequel l'univers peut matérialiser des idées. C'est-à-dire, cette table, il n'y a pas de graines que je peux mettre dans le sol pour en faire pousser une, l'ordinateur non plus. Et la démocratie, elle est où? Je veux dire, physiquement, concrètement. En fait, il faut des êtres humains pour qu'on puisse l'expérimenter, cette idée-là. L'idée de la démocratie, par exemple. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de démocratie. D'accord? Et donc, c'est pour montrer, en fait, l'importance de certaines structures qui sont le pont vraiment entre deux manières de fonctionner dans l'univers. Entre deux réalités, même, je dirais. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est que vous avez à chaque fois besoin d'harmonisation des choses. C'est-à-dire que la vie est apparue sur Terre, elle est apparue sur Terre, mais pas au moment où la Terre était une grosse boule de magma en fusion à 1000 degrés, quoi. Okay? Il a fallu que quelque part la chimie se stabilise, que les choses se calment un peu, et puis la biologie peut émerger. Une planète, c'est pas non plus un soleil, c'est pas un truc complètement bouillonnant en fusion comme ça. Okay? Pareil, l'être humain ne peut pas émerger quand il y a des dinosaures qui se bouffent partout, quand c'est le chaos entre guillemets biologique. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait atteindre un certain degré de stabilité de l'écosystème global planétaire avec les plantes, les animaux, etc., pour que les conditions soient là pour que l'humain émerge. Donc la répétition aussi, c'est qu'à chaque fois que vous créez des nouveaux éléments, ces éléments doivent s'harmoniser pour pouvoir passer à la structure, la métastructure du dessus, si vous voulez. Et donc, pour nous, on le voit. C'est-à-dire que les problèmes qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est comme si, imaginez que les idées étaient comme des atomes, okay? Que c'était quelque chose de matériel. D'accord? Ça dépend de l'humain, en fait, l'harmonisation des idées. C'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que tous les gros problèmes qu'on a en ce moment, c'est le clash entre des idées. Est-ce que vous vous êtes jamais dit, par exemple, quand vous regardez des humains agir, qu'en fait, ce sont juste des marionnettes manipulées par des idées qui se mettent sur la tronche, mais voilà, par l'intermédiaire, par l'entremise d'humains,
mais comme si c'était deux groupes d'idées qui étaient en train de s'opposer. Vous voyez? Communisme contre capitalisme, pauvre contre riche, bien contre mal, liberté, sécurité, voilà, guerre, paix, etc. Mais donc, les humains sont quelque part comme des cellules à l'intérieur d'idées qui, à travers les humains, se touchent, peuvent se toucher, peuvent se sentir, peuvent et tenter de s'harmoniser du coup. En se disant, ben, hein, si on change ça comme ça va pas, parce que les humains, eux, peuvent donner un feedback sur ce que c'est, sur ce qu'ils ressentent quand deux idées se clashent. Okay, ils peuvent dire, parce qu'on peut penser, et surtout parce qu'on peut sentir les choses. Parce qu'on a des corps, parce qu'on est mortel. Voyez, sinon, je ne sais pas, moi, imaginez la démocratie et la tyrannie comme ça, dans une espèce d'espace amorphe où il n'y a rien. Bah, c'est comme du gaz, je veux dire, il n'y a rien pour qu'elles se touchent, elles se rencontrent et elles se disent, ah, là, ça interagit mal. D'accord? Mais pour le dire autrement, quand vous avez un poison ou un remède ou un médicament, fondamentalement, ils peuvent être composés des mêmes atomes, juste agencés différemment. Okay, et donc, nous, notre rôle, quelque part, c'est de créer une harmonie entre toutes les idées, les pensées, les concepts et l'opposition de ceux-ci, puisque, voilà, c'est à ça, quelque part, qu'on sert. C'est ça, c'est nous qui les avons, entre guillemets, matérialisés, et maintenant, il faut trier tout ça, parce que sinon, vous ne pouvez pas passer à l'émergence de la structure qui dépasse l'humain, dans cette répétition de complexité, quoi, grandissante, si vous voulez. Okay, et donc, c'est là où on entre dans tout ce qui est non-dualité. C'est une façon d'essayer de réconcilier les contraires, de voir en quoi les contraires se rapprochent. Alors, on va faire une expérience de mettre l'humain à l'échelle cosmique. Donc, en tant qu'humain, on se projette le plus souvent à des durées de temps très courtes, 10 ans, 20 ans, parfois on fantasme en disant dans 100 ans, mais dans 1000 ans, on est déjà paumé. Et moi, ce que je veux souligner, c'est que pour comprendre peut-être une des raisons d'être de l'humain, surtout pour en fait qui on est aujourd'hui, hein, donc c'est-à-dire des êtres vivants, biologiques, etc., il faut savoir se projeter à 200 000 milliards d'années dans le futur. Pourquoi 200 000 milliards? Parce que les astrophysiciens ont calculé que la toute dernière étoile, normalement, s'éteindrait dans 200 000 milliards d'années. Et qu'après, il n'y aurait plus d'étoiles, il n'y aurait plus que des trous noirs, et voilà, il n'y aurait plus, entre guillemets, de lumière dans l'univers. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que potentiellement, la vie sous forme biologique peut encore vivre 200 000 milliards d'années, puisqu'elle a besoin, en fait, d'énergie solaire, en tout cas, sous sa forme actuelle, hein, je parle, pour pouvoir survivre. D'accord? Et donc, ça requiert de voir la vie comme une seule chose. Alors, la vie, elle est apparue, les scientifiques sont plus ou moins d'accord sur environ il y a 4 milliards d'années sur Terre. Qu'est-ce qui se passe dans 5 milliards d'années pour la vie? Quelqu'un a une idée? C'est assez facile. Hein. Il n'y a plus. Il n'y a plus, pourquoi? Non, c'est parce que le soleil explose en fait. Donc la durée de vie de notre soleil est environ 10 milliards d'années. Et le soleil est à la moitié de sa vie. D'accord? Donc dans 10 milliards d'années, le soleil explose, et la vie, elle explose avec évidemment. Hein. La planète, elle est partie aussi. Okay, si vous rapportez... En fait, c'est ça le problème aussi de l'être humain, c'est que on essaie de tout découper. On part du principe que tout est séparé. On est séparé de l'arbre, on est séparé d'un chien, on est séparé de tout. Mais si vous considérez... En fait, on part tous de la même cellule qui s'est divisée, qui a eu des vies différentes, hein, et certaines de ces cellules ont évolué pour donner des plantes, d'autres des animaux. Vous avez déjà vu une espèce de fractal comme ça qui part de la cellule et puis qui se répand pour montrer toute la diversité d'espèces qui peut émerger à partir de cette première cellule. Si vous considérez que ça, c'est juste un seul organisme, une seule chose, c'est-à-dire la vie, et pas des trucs séparés. Vous pourriez même imaginer que c'est comme un arbre qui pousse dans le temps, mais dont nous, on ne voit plus dans le passé, mais nous, on est comme les bourgeons ou les feuilles qui sont vraiment toutes à la pointe des branches de cette seule chose qu'est la vie. Okay, et on est en train de l'expérimenter, l'extension de la vie, jusqu'où elle a poussé maintenant.
D'accord? Donc on voit la configuration de ses branches et de ses feuilles maintenant, c'est-à-dire les 8 milliards d'êtres humains, plus voilà, tout l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui. Si vous voyez ça comme une seule chose, alors rapporter 200 000 milliards d'années à une vie de 100 ans, par exemple, un être humain qui vivrait 100 ans potentiellement, comme sa durée de vie maximale, alors la vie a vécu 10 heures, et elle a encore 10 heures à vivre. Donc une journée. Donc imaginez, vous avez un bébé, il naît, il a vécu 10 heures, et il lui reste 10 heures à vivre. Bonne vie? Vie pleine et épanouie? Non, hein. On va pas dire ça, on va dire c'est dommage, quoi. Je veux dire, on aimerait bien qu'il ait une vie vraiment pleine, qu'il puisse exploiter tout le plein potentiel qu'il y a en lui, dans ce bébé. Donc si vous prenez 200 000 milliards d'années, vous prenez les 5 milliards d'années où la vie existe et les 5 milliards d'années qui lui restent. Okay? Vous essayez de rapporter ça, la même proportion, à la durée de vie de 100 ans qui est celle d'un être humain. Alors ça correspondrait à un ratio de 1 jour sur 100 ans. Donc la vie vivrait en fait 1 jour sur ces 100 ans. Ce serait l'équivalent de si la vie reste sur cette planète et qu'on attend que le soleil explose. Et évidemment, il y a plein de choses qui peuvent se passer en temps. Ça, c'est dans l'idéal des scénarios, c'est-à-dire il n'y a pas d'astéroïde qui tombe, il n'y a pas d'autre période glaciaire, il n'y a rien. La vie, elle est juste là, l'humain disparaît parce que nous, on fout un peu trop le bordel. Hein, les écosystèmes s'équilibrent tout seuls, hein, comme on sait que ça se passe. Eh ben, elle a au mieux 5 milliards d'années devant elle. D'accord? Au mieux. Mais donc, vous mettez l'être humain là-dedans. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, l'humain est comme l'instrument à travers lequel les idées peuvent s'harmoniser en s'expérimentant, en se touchant les unes les autres. Et les idées permettent à la vie de se perpétuer, de réaliser son plein potentiel, de continuer son processus d'individuation. Parce qu'en fait, les êtres humains ont la capacité, à travers les idées, de pouvoir quitter cette planète et d'aller ailleurs. Mais évidemment, pas avec n'importe quel mindset. Et ça, c'est le plus important aussi. On va voir ça un peu plus tard. D'accord? Parce que si on se répand dans le système solaire pour juste répandre le capitalisme, alors on est en train d'entériner le fait qu'on se comporte comme un cancer. D'accord? Un espèce de truc. Mais donc, moi, j'aime bien l'idée que les êtres humains sont en fait des jardiniers galactiques. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on est censé faire. C'est-à-dire que la vie, elle a un potentiel, là, à l'intérieur d'elle, qu'elle a envie d'exploiter à son plein potentiel. Et elle a besoin des êtres humains pour le faire. Nous sommes un instrument, on fait bien partie de la nature, de la vie, et on est juste un instrument qui lui sert son dessein d'expression de soi, quelque part. Parce que combien d'espèces peuvent exister dans ce laps de temps de 200 000 milliards d'années sur toutes les planètes qui existent dans le système solaire, mais au-delà même. D'accord? Mais sans nous, la vie n'a aucune chance d'exploiter ce potentiel. Et ce serait dommage. Et donc c'est là l'intérêt de voir les choses à une échelle de temps très 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 grande, parce que la raison d'être là, elle est un peu plus importante, si vous voulez, que les trucs on se projette à 10-20 ans. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes qu'on doit résoudre maintenant, mais de savoir qu'on fait partie de ce jet, de cet élan, pour reprendre, comment ça s'appelle, Bergson, cette espèce d'élan vital qui est dans la vie, eh bien, c'est intéressant à ce niveau-là. D'accord? Dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, l'expérience du clock comportemental ou l'utopie des souris de John Calhoun. Donc ça, c'est un scientifique qui a fait une expérience. Il a créé une espèce de cube de 5 mètres sur 5 où il a créé les conditions idéales pour des souris. Il a mis des centaines de nids, il a mis de la nourriture et de l'eau illimitée. Donc vraiment, elles recevaient tout ce dont elles avaient besoin. Et puis il a laissé pour voir ce qui se passait. Le seul truc, c'est qu'elles ne pouvaient pas sortir de ce cube de 5 mètres sur 5 mètres. Okay? Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la population a cru de façon exponentielle jusqu'à un maximum, et puis elle s'est éteinte avec toute la population qui est morte. Mais vraiment complètement. Alors qu'il y avait encore des ressources, il y avait encore des nids, il y avait encore tout. Mais juste, elle est morte. En fait, ce qu'il a constaté, c'est, je vais vous lire ici sa constatation. Au zénith de son activité, l'univers 25, c'est comme ça qu'il a appelé la boîte, ressemblait à ça. Au centre de la boîte, des centaines de mâles hyper agressifs, incapables de trouver une partenaire, passaient le temps en buvant, mangeant et s'entretuant.
Excédées par la promiscuité, les maladies et la saleté, les femelles qui parviennent à mener leur grossesse à terme changent sans cesse de nid, oubliant parfois leur progéniture derrière elles. Dans des appartements de luxe, donc c'est peut-être des nids un peu plus exotiques, gardés par des mâles, un groupuscule de femelles adultes et d'adolescents nés dans ce contexte anormal se tiennent loin de la société. Abruties par l'intolérable pression du monde extérieur, elles n'ont aucune envie d'échanger ou de se reproduire. Cette population échappe au cannibalisme qui finit par ravager l'univers 25. Cependant, elle reste marquée à jamais. Transplantées dans un univers social normal à la fin de l'expérience, ces bêtes, comme mortes intérieurement, se révèlent incapables de faire quoi que ce soit, excepté entretenir leur apparence physique, manger et dormir. John Calhoun les surnommait « Beautiful Ones », car leur fourrure n'avait pas été abîmée par le chaos de l'univers 25. Et donc, si vous vous rappelez, au premier cours, je vous avais parlé de Simondon et du principe d'individuation et de la vie comme cette espèce de truc infini qui a besoin de s'individuer. Si vous la bloquez dans un carcan de 5 mètres sur 5, en fait, la vie, elle dit ok, c'est bon, j'abandonne, quoi. Je laisse tomber. C'est la proximité. C'est aussi la promiscuité, tout ce que vous voulez. voulez. Mais un truc plus grand, ça aurait duré plus longtemps. Ça aurait duré plus longtemps, bien sûr. Mais la leçon à retirer de tout ça, c'est que la vie, vous ne pouvez pas la mettre dans une boîte. Si vous mettez la vie dans une boîte et que vous empêchez ce processus d'individuation de se continuer, vous voyez bien qu'en fait, c'est comme si l'algorithme de la vie, entre guillemets, il voyait bien que là, il y avait une limite, hein, il était bloqué, et il disait, ok, c'est bon, je meurs, pas besoin de faire autre chose. Mais donc l'univers peut être une limite. C'est ça tout l'intérêt, c'est on voit bien qu'en fait, on n'arrête pas d'étendre ces limites, on les repousse toujours plus loin. D'accord ? D'une vision monothéiste où le monde a été créé à 6000 ans et on va juste au paradis. Maintenant, on vit dans un univers où il y a des milliards et des milliards de galaxies, on n'est plus au centre de l'univers, etc. Donc, on est en train d'agrandir, si vous voulez, ce champ d'expérience. Et en même temps, on est coincé sur cette planète qui est un peu comme ce cube. Mais pour en sortir, il faut qu'on sorte de façon harmonieuse. Et ça, on en revient à l'expérience que je vous avais expliquée avant, ici, avec ces différentes choses-là. Imaginez que cette cellule-là, il y avait des problèmes à l'intérieur, elle n'était pas très bien configurée. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts dans l'ADN ou quoi. Et donc, par exemple, les plantes, elles ne pouvaient pas exister à partir d'une cellule agencée comme ça. Est-ce que vous pouvez arriver au niveau de l'humain avec ça ? Vous voyez ? Donc, c'est comme si ça, c'était des blocs de Lego quelque part. Pensez à ça comme des blocs de Lego. Et que ces blocs de Lego doivent être vraiment calibrés à la virgule près pour que quand on les emboîte, ça peut mener à l'étape suivante, la création du bloc de Lego suivant. D'accord ? Ou de la structure suivante. Vous voyez où je veux en venir ? Non ? En fait, si vous changez quoi que ce soit aux paramètres de la première cellule, la toute première cellule qui est dans l'océan, ça change tout sur toutes les choses qu'on peut assembler à partir d'elle. Donc si vous avez un bloc de Lego qui est rond plutôt que carré, les choses que vous pouvez assembler à partir de ce bloc de Lego est influencé par sa structure. C'est inévitable. Okay ? Et pour atteindre le niveau suivant, c'est comme si il fallait agencer ça d'une certaine manière vraiment très très spécifique pour arriver à ça. Et donc déjà à ce moment-là, ça doit être parfait pour arriver à ce moment-là-ci. D'accord ? Ces structures sont vraiment liées. Vous voyez ? Ok. En tout cas, voilà, donc c'est comme ça que j'explique les choses. Et donc ici, c'est juste aussi pour expliquer ce fait que voilà, la vie est cette force expansive qui a envie de s'exprimer et dont nous faisons partie, mais elle le fait à travers des paliers, à travers des structures, y compris les êtres humains. Hein. Et donc on voit bien que si on devient entre guillemets des jardiniers galactiques, la vie peut continuer de s'exprimer, clairement. Il y a tellement d'espèces qui peuvent encore émerger. Je veux dire, sur les 200 000 milliards d'années, il y a le temps. Hein. Il y a le temps de voir, je ne sais pas combien de variétés d'ours polaires, ce que vous voulez. Mais si la vie disparaît dans 100 milliards d'années, voilà, c'est un peu dommage. Alors, avec toute cette manière de penser les choses, et surtout avec cette ouverture à une autre manière de voir les choses, on va maintenant examiner donc des événements et les décoder à travers une vision plus symbolique en prenant de la hauteur, comme on a fait pour certains exercices. Ici, un quote de Carl Jung: « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. »
Donc, la manière dont moi j'aime voir les choses, c'est se placer au niveau de l'intelligence de l'être dont on fait partie. Parce que sinon, on est né dans le guidon. C'est vraiment comme se placer dans la peau d'un être unicellulaire qui est là au moment où il y a un marteau qui s'abat sur le doigt. Qu'est-ce qui peut apprendre cette expérience? Bah voilà, il y a un cataclysme et voilà, il n'y a pas vraiment de sens à donner à ça. Il y a juste ça fait mal. Et puis, il dépend de l'être dont il fait partie de tirer une leçon de cette expérience pour pas que ça se répercute ou que ça se répète une deuxième fois. Si vous prenez encore de la hauteur, ce même événement prend encore d'autres proportions. D'accord? Et donc ici, c'est évidemment se placer donc, au niveau de l'intelligence de l'être dont on fait partie est une façon de regarder un même événement, mais d'y trouver des explications peut-être plus profondes. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la façon la plus directe d'apprendre? Et pour l'évolution de l'humanité, c'est simplement de faire l'expérience de ces croyances directement. C'est comme un enfant, il y a des enfants, on leur explique une fois, le feu ça brûle, fais gaffe, ils disent ok. Il y en a, on peut leur expliquer 100 fois, tant qu'ils n'ont pas mis leur doigt dans la flamme, ben, ils n'ont pas compris. Okay, et donc si votre enfant, lui, il croit, le feu ça brûle pas, je te crois pas, eh ben, vous faites, ok, vas-y, vas-y. Alors évidemment, vous n'allez pas le lancer dans le feu, dans un grand feu de cheminée, mais vous allez le laisser se brûler à une chandelle, d'accord? Et en fait, il faut s'imaginer que donc l'humanité, c'est comme si elle se créait ses propres chandelles sur lesquelles se brûler, pour faire l'expérience de limite de ses croyances à un certain moment donné, pour élargir le cadre d'expérience de l'humanité. Ok? Et donc, à travers cette manière de voir les choses, tout événement est du sur-mesure pour refléter à l'humanité les limites de ses croyances. Et donc, il y a plein de niveaux d'analyse vis-à-vis d'un événement. Il y a évidemment comment cet événement vous touche vous, votre famille, la ville dans laquelle vous êtes, etc. Il y a plein de grilles d'analyse. Mais ici, le but, c'est de se focaliser sur ce qu'un événement symbolise au niveau global, c'est-à-dire vraiment planétaire, vraiment des croyances collectives de l'humanité, pas pour un pays ou pour une série de personnes. D'accord ? Et donc, on va commencer par le coronavirus, qui est évidemment un sujet sensible, puisque ça date pas d'hier, donc voilà. Et en fait, le coronavirus est à mettre en rapport avec l'expérience de la peste noire. C'est-à-dire que la peste noire représentait un événement apocalyptique biblique du point de vue du monothéisme, et c'est presque comme si on l'avait matérialisé, en fait, cet événement. C'est-à-dire qu'il reflétait les croyances actuelles de l'époque de toutes les personnes qui pensaient que l'apocalypse était là, que tous les prêtres avaient annoncé, et donc cet événement a pris la forme de la peste noire. Et la seule façon de dépasser le problème de cet événement, c'était de basculer notre vision du monde, qui est un début de matérialisme, et de dépasser cette vision strictement monothéiste de la réalité. Et donc, ici, je vais faire l'expérience de penser le pêcheur et le lac. Donc, imaginez que la réalité, c'est comme un grand lac rempli de poissons. D'accord ? C'est votre réalité. Et que la science et la méthode empirique, c'est comme une canne à pêche. D'accord ? Qui vous permet de pêcher des connaissances dans ce lac. Le crochet de votre canne à pêche, c'est votre théorie. L'appât sur votre canne à pêche, c'est toute votre hypothèse que vous mettez en place, le contrôle de toutes les variables que vous avez mis en place, etc. D'hypothèse. Toute la construction logique en fait qui est autour de votre idée pour comme inciter la réalité, le lac, à mordre à l'hameçon, et comme ça vous pouvez pêcher une connaissance ou des faits à partir avec cette canne à pêche. Ok ? Alors, vous lancez donc... Oula, j'étais un peu vite. Donc vous lancez votre appât dans l'eau, vous espérez qu'une partie de la réalité morde à l'hameçon, et attiré par votre hypothèse, puis vous retirez donc ce poisson-là, c'est vos données brutes. Le poisson, c'est les données brutes là que vous n'avez pas encore traitées, encore frétillantes et vibrantes, et puis paf, vous tuez le poisson avec une analyse statistique de données significatives pour être sûr que voilà, vous avez trié vos données, vous avez bien tout calculé. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le poisson ? Vous pouvez le cuire et le manger. Et en fait, ça, c'est le moment où, quelque part, votre hypothèse se transforme en une technologie que vous pouvez directement consommer, littéralement. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un téléphone qui fonctionne sur base de ça, une voiture qui roule, etc. Ok ? Donc, vous avez transformé une partie de la réalité qui est en mouvement, en flux, en potentiel, etc., en quelque chose de mort, entre guillemets, mais que vous pouvez consommer, qui est sûr, qui est certain. D'accord ? Alors, c'est
un exemple de la manière dont la science, mais surtout la science empirique, interagit avec la réalité. C'est comme s'il essayait d'extirper des faits à partir d'un bassin de réalité, un monde en perpétuel mouvement, plein d'incertitudes, pour en faire quelque chose de tangible et de réel, qui fonctionne toujours. Parce qu'en science, donc, on parle souvent d'hypothèses, on parle de théorie quantique, de principe d'incertitude d'Heisenberg, du chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Mais au final, quand vous allumez votre smartphone, il n'y a pas une chance sur deux qui s'allume. Vous voyez, ça s'allume à chaque fois. D'accord ? Et donc, ce qui fait que la science basée sur une méthode empirique, c'est comme une façon de réduire le principe d'incertitude, donc ce flux, ce hasard, en quelque chose de prévisible, comme votre smartphone ou comme votre voiture qui démarre quand vous tournez la clé. Okay, ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette approche-là, mais si vous interagissez avec la réalité uniquement de cette manière-là, en essayant continuellement d'en extraire des poissons de ce lac pour les manger à la fin, il y aura la surpêche et il n'y aura plus de poissons dans le lac et vous finissez avec une réalité qui est figée, qui est morte quelque part. Il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus rien. D'accord ? Donc la surpêche des faits, ça on le voit, je veux dire, il n'y a plus personne qui arrive à gérer l'accumulation de la production entre guillemets, des papiers académiques et scientifiques, que il y en a des milliers qui sont publiés tous les jours, il n'y a plus personne qui arrive à tenir la cadence. Et donc on vit aujourd'hui donc avec une science qui est basée sur l'empirisme, et si vous poussez cette logique à son extrême, les humains deviennent eux aussi de simples machines qu'on peut comprendre et contrôler, et toute la réalité devient calculable. Et puis à partir de là, en fait, vous pensez avoir quelque part rassuré vos peurs de la réalité, que la réalité est dangereuse et qu'elle en veut à votre vie en la contrôlant à travers la science et la compréhension. Mais en fait, vous avez tué tout ce qu'il y a de vivant en vous en même temps. Vous voyez ? Donc c'est un truc où il n'y a que cette manière-là d'interagir avec la réalité. Ça arrive à une impasse. Donc vous avez tué cette espèce d'élan vital, comme dirait Bergson. Et donc ça, vous avez pêché tous les poissons du lac, et donc l'eau elle est stagnante, quoi. Il n'y a plus rien qui bouge à sa surface. Mais il y a d'autres façons d'interagir avec un lac rempli de poissons. Par exemple, vous pouvez vous baigner dans le lac, nager, et puis voilà, ça c'est aussi une chouette expérience. Mais vous n'allez pas vous dire, quand vous nagez dans le lac, au moment où je mets mon orteil, je veux qu'il y ait un poisson qui soit là, exactement le même, au même endroit, à chaque fois que je le fais, quoi. C'est absurde, ce serait absurde, d'accord ? Donc vous n'essayez plus de contrôler la façon dont la réalité se comporte quelque part. Vous prenez plaisir aussi à ce flux, à cette expérience qui change et qui se transforme tout le temps. Ok ? Et donc, vous allez voir plus tard que le coronavirus, c'est aussi cette façon-là, c'est aussi pour nous apprendre à interagir avec la réalité d'une autre façon que l'empirisme, puisque l'empirisme conduit à toute une série de conséquences que vous verrez plus tard, quoi. Alors, une autre expérience de pensée, c'est une blague qui passe mal. Donc, ça, c'est pour vraiment comprendre ce mécanisme de réduction de l'incertitude que les êtres humains appliquent à la réalité. Vous arrivez à une fête, il y a 20 personnes, et vous lancez une blague, comme ça, au moment où tout le monde écoute, tout le monde vous regarde, personne rigole, et tout le monde retourne à sa conversation. Ok ? Est-ce que vous pensez que ce sera plus dur ou moins dur de faire rire les gens à votre deuxième blague ? Plus dur, pourquoi ? Parce que l'expérience précédente était... Pas parce qu'ils vous ont catalogué, ils ont dit bon, celui-là il n'est pas drôle. D'accord ? Donc c'est deux fois plus vous battre contre le jugement que les gens ont porté sur vous pour pouvoir être autre chose que ce que eux pensent que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait on fait ça les uns pour les autres tout le temps. Donc on réduit l'incertitude de qui sont les autres êtres humains en les jugeant et on se dit celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, etc. Mais on fait la même chose avec la réalité aussi. C'est-à-dire que quand vous voyez une voiture, vous ne vous dites pas une fois je vais tourner la clé, elle va exploser, une autre fois elle va rouler. Non. Mais donc on fait ça avec la réalité. On s'en rend même plus compte puisque c'est un paradigme qui nous habite. Alors une chose qui est vraiment super importante à comprendre, et moi ça m'a mis des années à intégrer ça, c'est qu'il n'y a rien que vous pouvez dire à propos de la réalité extérieure sans automatiquement dire quelque chose à propos de votre intérieur. Okay ? Et donc si vous partez du principe que l'univers est mécanique, que tout peut être compris avec l'empirisme, etc., en fait, vous faites partie de cette réalité, vous n'êtes pas en dehors. Donc, ça veut dire que, quelque part, la même chose s'applique à vous. Donc, vous êtes aussi juste une machine avec des rouages biologiques, bien huilés, et puis, si on applique la bonne méthodologie, à un moment donné, on va arriver à tout comprendre de comment ça fonctionne, et on appuie ici, et il se passera ça. D'accord ?
Donc on appuie là, il se passera ça, on appuie ici, il se passera ça, on vous injecte tel médicament, il se passera ça, et voilà. Et tout est contrôlé, et on sait exactement tout ce qui va se passer. D'accord ? Et donc, c'est là où conduit quelque part la caricature d'une vision strictement matérialiste et surtout empiriste de la réalité, c'est l'aboutissement à l'homme-machine et le transhumanisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est juste des rouages mécaniques, etc. Donc, tout comme la peste noire, les inquisitions, et toutes ces choses-là étaient comme une caricature du monothéisme pour forcer l'humanité à regarder en face ses croyances et dire « Ok, ça va plus », en fait, le coronavirus est comme une caricature, les événements qui se sont découlés du coronavirus, c'est comme une caricature de l'empirisme pour aussi nous remettre en face, pour nous dire, ben voilà, si vous persistez à vouloir tout le temps regarder la réalité comme quelque chose de mécanique, eh ben ok, on va vous traiter comme une voiture. C'est-à-dire qu'on va vous forcer à passer le contrôle technique, et puis si vous n'avez pas passé le contrôle technique, vous ne pouvez pas rouler sur la route. Vous voyez ? En fait, c'est comme ça qu'on a été traité. C'est-à-dire qu'on devait avoir notre passe vaccinale, etc. Sinon, ben, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas aller sortir au cinéma, etc. Donc c'est vraiment, on est une voiture, quoi. Et il faut faire notre vidange d'huile, il faut changer les pneus, et voilà. Et si vous avez bien changé les pneus, et que vous avez bien réparé le moteur, eh ben, vous pouvez circuler. Sinon, vous devez rester chez vous. Ok ? Mais là, il n'y a pas vraiment de... Je n'aimais pas un jugement sur est-ce que c'était valable ou pas. C'est simplement de se dire, si on considère que la réalité est que matérialiste, empiriste, etc., eh bien ok, on va traiter les êtres humains comme des voitures et on va voir comment est-ce que ça leur plaît. D'accord ? Et donc ici, c'est de se dire que tous les êtres humains sont pareils et réagiront de façon statistiquement équivalente à un même événement biochimique extérieur. C'est-à-dire, on vous injecte un truc et puis, oui, il y a une chance sur 100 000 que vous allez vomir, il y a une chance sur 1 million que vous allez avoir tel défaut ou tel truc. Mais voilà, c'est juste, c'est en fait comme les voitures. C'est-à-dire que Toyota, je ne sais pas si vous savez ça, mais ils ont mis en place toute une chaîne de construction de voitures que d'ailleurs tout le monde a adopté par la suite, qui fait que sur 100 000 voitures, il fallait qu'il n'y en ait qu'une qui ait un défaut. On ne pouvait pas savoir laquelle parce que c'était juste des statistiques, des probabilités. Mais il y avait une voiture qui sortait avec un défaut. Et pour arriver à un certain seuil de qualité, ils ont dit, ça doit être une voiture sur, je sais pas moi, 100 000 ou 1 million qui est défectueuse. Et à partir du moment où on arrive à ça, alors on a une bonne chaîne de production. En fait, on applique le même genre de raisonnement pour les médicaments. On se dit, ok, il faut que tel truc ou tel médicament, il faut qu'il y ait seulement une personne sur 1 million qui ait ce genre d'effet secondaire-là, sinon c'est pas safe. Mais voilà, c'est juste une manière de raisonner où on traite finalement les êtres humains comme des machines. Voilà. Et donc aussi, les décisions qui découlent d'études empiriques, on ne peut pas les mettre en question. C'est juste la vérité, c'est accepté, et puis c'est tout. Et ça, c'est le modèle actuel. C'est le modèle actuel, puisque donc l'empirisme, ça je vais... Est-ce que vous savez ce que c'est l'empirisme déjà? Non. Okay. Alors c'est donc Karl Popper notamment, donc c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper, qui a formalisé, si vous voulez, qu'est-ce qui qualifie de connaissance scientifique ou pas. Et en fait, pour qu'une science puisse être qualifiée de valable, ou voilà, quelque chose d'intéressant, une théorie, il fallait qu'elle soit, entre autres, une des conditions, c'est qu'elle soit falsifiable. Alors qu'est-ce que ça veut dire falsifiable? Ça veut dire que j'émets une hypothèse, j'émets une méthodologie pour vérifier que mon hypothèse est vraie, et vous-même, vous pouvez répéter l'expérience. Okay? Donc je vais dire par exemple, la gravité existe, j'émets une hypothèse sur le fait que la gravité existe, l'expérience c'est, je fais tomber mon téléphone, il va se retrouver à terre, et vous, de votre côté, vous pouvez répéter l'expérience, vous pouvez prendre un téléphone et le laisser tomber par terre et dire, ah oui, j'ai pu répliquer la même expérience et je suis arrivé au même résultat. Donc la théorie est validée. Seulement, cela présuppose que l'univers est mécanique. Parce qu'un univers qui n'est pas une mécanique ne va pas, ne va pas rentrer dans cette condition-là de falsifiabilité. Okay? Il n'y a que des choses mécaniques qu'on peut répéter et on obtient tout le temps le même résultat. D'accord? Sinon, ce n'est pas possible. Imaginez, on appuie systématiquement sur votre nez et vous faites ça à chaque fois. Mais il n'y a qu'un automate qui fait ça. Je veux dire, une fois que vous appuyez sur mon nez, je vais faire arrête. Une autre fois, je vais vous coller une baffe. Mais donc, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas une théorie où vous dites j'appuie sur le nez de Martin et il y a la même chose qui se passe derrière. D'accord? Mais c'est ça, fondamentalement, la méthode empirique, c'est ça. C'est sa manière de dire, ben voilà, pour vraiment pouvoir se mettre d'accord sur des faits, sur des choses qui sont vraies, vérifiables, etc.,
c'est la seule méthode valable. Ok? Mais c'est problématique. Parce que la caricature de ça, c'est qu'on vit dans un univers machine, qui fait les choses mécaniquement. Et donc c'est ce problème de surpêche, encore une fois, c'est que vous réduisez le lac avec des choses qui sont en mouvement, en incertitude, en quelque chose de physique, de matériel, de tangible, mais vous avez tué la réalité quoi, avec ça. D'accord? Et vous êtes en train de vous tuer vous-même en même temps que l'extérieur que vous essayez de contrôler. D'accord? Et donc forcément, vous vivez des expériences qui vous confrontent à la limite de cette façon de penser. Donc il ne faut plus chercher nécessairement les responsables. Ah, c'est les Chinois qui ont... En fait, c'est juste, ça aurait émergé là ou ailleurs, on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est juste presque naturel que vous fassiez l'expérience des limites de votre manière de penser à un certain moment donné. D'accord? Et surtout les conséquences qui en découlent. Oui, donc en fait, il y a pas mal de choses qui résistent par exemple à l'empirisme. Il y a un philosophe des sciences, par exemple Raphaël Liogier, un Français, qui donne l'exemple de l'acupuncture. Donc l'acupuncture, on sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça se fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à créer une théorie ou un cadre théorique qui fait qu'on pourrait répéter l'expérience et on arrive au même résultat. Parce que en fait, le savoir de l'acupuncture a été accumulé sur des générations et des milliers d'années, et c'est une espèce de sagesse presque un peu intuitive quelque part, mais qui n'a pas été compilée avec la méthode empirique, avec la falsifiabilité. Désolé, c'est un terme pas facile à prononcer. Et donc voilà, et donc ça c'est un exemple de quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, mais qui fonctionne tout de même. Ok? Alors, donc hier on avait les inquisitions religieuses, aujourd'hui on a une espèce d'inquisition scientifique technocratique. Donc hier on chassait les païens et hérétiques, aujourd'hui on chasse les complotistes et les fake news, hier on brûlait les sorcières, aujourd'hui on grille les conspirationnistes sur les plateaux télé et les médias, hier on lynche les infidèles, aujourd'hui on lynche virtuellement les rebelles irresponsables, les anarchistes, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, donc c'est juste, on voit arriver une répétition en fait de la même chose. Et donc pour le coronavirus, il y a une caricature pour montrer les limites d'une interaction uniquement empiriste avec la réalité, uniquement matérialiste avec la réalité. En plus de ça, vous avez aussi, pour nous montrer les limites d'un système politique qui se marie avec le paradigme au pouvoir et qui devient non plus une démocratie mais une technocratie, puisque finalement, quand vous avez le roi qui se marie avec les prêtres pour mener l'inquisition, c'est aussi quelque part, voilà, c'est une collusion entre un paradigme, une manière de voir le monde et le pouvoir en place. Et donc ça, c'est pour nous montrer ça, pour nous montrer que nos gouvernements, est-ce qu'ils ont fait un sondage, un référendum, quelque chose, est-ce qu'ils ont consulté une seule fois les citoyens pour savoir ce qu'ils pensaient de leurs mesures. Moi, en tout cas, j'ai pas constaté ça. Voilà. Mais donc c'est juste pour nous mettre ça en face, en fait. C'est juste pour nous faire vivre ces expériences pour qu'on le voit. Et pour que du coup, on décide, on valide, on dit chouette, moi j'aime bien l'Inquisition, les sorcières, ou pas. Et donc ça nous permet d'agrandir de nouveau le cadre d'expérience. Alors, l'effet nocebo et croyances limitantes. Je vous avais déjà expliqué pour la caricature de la vision scientifique de la réalité, purement. Les limites quand... voir le pouvoir en place pour ce qu'il est. Il y a aussi revisiter nos croyances limitantes. Donc ici, en fait, dans la bulle, c'est trop petit, mais on est de trop sur Terre, l'être humain est un parasite. Et donc en fait, c'est chacun dans son coin pense ça pour lui. Et en fait, il faut vraiment s'imaginer, vous êtes dans un organisme global, et la moitié des cellules sont suicidaires. L'organisme global, il ne se porte pas bien. Hein. C'est-à-dire que vous, si à un moment donné, la moitié de vos cellules, elles ont envie de mourir, je ne donne pas cher de votre peau. D'accord? Mais donc, quand des millions d'êtres humains entretiennent la même pensée négative à propos de l'humanité, forcément, ils font l'expérience de ça. C'est-à-dire des événements qui les mettent en difficulté, qui les tuent, etc. D'accord? En fait, l'effet nocebo, donc l'effet placebo, c'est juste l'effet de vos croyances sur votre corps, mais surtout dans le sens positif. C'est-à-dire, on vous donne un tic-tac, on vous dit que c'est un médicament, et en fait, vous vous portez bien. Mieux en tout cas qu'avant d'avoir pris le tic-tac. Alors que c'est juste un tic-tac, d'accord? Donc il n'y a aucune explication physique, matérielle de cette cause et effet. Okay? L'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est des gens qui se disent « jamais je vais guérir, je suis foutu ». Vous savez, ceux qui se cassent la jambe et qui se disent « je ne marcherai plus jamais », etc. Et évidemment, on constate qu'avec ce genre de croyances,
ben, votre rémission est beaucoup plus longue, ça se passe beaucoup moins bien, et parfois, en fait, vous faites la preuve de ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'au plus vous êtes négatif, au plus la jambe se met pas bien, et vous marchez pas bien, etc. Et vous dites, ah ben voilà, je le savais. Voilà. Et bien, l'effet nocebo, maintenant, imaginez qu'il est tourné vers l'extérieur. Quand vous avez des millions et des millions d'êtres humains qui entretiennent la même pensée négative à propos de l'humanité et d'eux-mêmes, en fait, ça déclenche aussi des événements qui sont de l'ordre de cataclysme, de coronavirus ou quoi. C'est juste que la forme que ça prend n'est pas spécialement importante. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un astéroïde qui tombe dans l'espace. Mais c'est juste que, comme vous entretenez ces croyances-là, évidemment, elles vont avoir un impact sur l'extérieur. Et la forme que ça prend, c'est la forme que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire, vous pouvez la voir, vous pouvez l'expérimenter, parce que vous êtes un être humain, vous êtes là, vous avez une certaine interface avec la réalité, hein, comme on avait vu au cours précédent. Et donc, ces événements vont prendre cette forme-là. Et en fait, si on regarde l'humanité et ses pensées, en fait, on est comme un chat qui ne sait pas s'il veut rentrer ou sortir. Vous voyez ? C'est-à-dire que, dans un sens, on est en mode l'humain est un parasite, mais en même temps, on est là, oui, on joue avec les petits-enfants, on est bien, on est heureux, etc. Et donc, on est vraiment déchiré entre ces deux trucs. Et c'est comme si l'être dont on fait partie, l'univers, peu importe, nous dit, mais décidez-vous, nom de Dieu, quoi. Hein, vous voulez quoi? Vous voulez mourir? Vous voulez vous suicider? Ou vous voulez vivre? Maintenant, décidez-vous, parce que hein, on n'a pas que ça à faire, entre guillemets. Et donc, si on veut passer maintenant à qu'est-ce que le coronavirus a essayé de nous apprendre, c'est de décider pour soi. C'est-à-dire, vous parliez de ressenti, par exemple, au tout début, au tout premier cours, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que quand on regarde les choses de façon purement empirique, on ne peut pas savoir qui sur 100 000 êtres humains va avoir un certain effet secondaire d'un vaccin. Voilà. Mais vous, en tant qu'humain, vous pouvez accéder à cette sagesse, de sentir que le vaccin, c'est pour vous ou pas pour vous. Vous voyez ? Et là, il y a une subtilité, là. Là, c'est plus noir ou blanc. Là, c'est vraiment dépendre d'une sagesse qui nous habite chacun et où on est d'accord sur le fait qu'on ne va pas tous nécessairement être traités de la même façon parce qu'on a chacun des besoins différents, on a des corps différents, on a des croyances différentes et donc à un niveau individuel, on peut savoir si c'est bon ou pas. Mais la science ne peut pas nous répondre pour ça. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment être au contact de ce ressenti-là. D'accord ? Donc, que concrètement, dans la politique menée contre le coronavirus, il ne fallait pas obliger la vaccination. C'est ça, il fallait proposer ça comme une des solutions possibles, et puis laisser les gens avoir cette espèce de sagesse de se dire, bah, je sens que pour moi c'est bon, parce que j'ai vraiment peur de ce coronavirus, j'ai vraiment peur de ce que ça peut déclencher, j'ai besoin de ce vaccin, je sens que c'est bon pour moi. Et d'autres qui disent, non mais jamais de la vie, etc. Mais parce qu'en fait, si vous prenez l'effet placebo sérieusement, ou nocebo, rien que vos croyances par rapport au vaccin, déjà ont un impact sur la façon dont ça va s'imprimer sur votre corps. Et vous ne pouvez pas lobotomiser tout le monde pour essayer de les convaincre que c'est bon pour eux. Voilà. Et encore une fois, si on fait partie d'un organisme global qui a son intelligence propre, il faut revenir à la possibilité pour l'expression de cette espèce d'intelligence décentralisée et collective, qui ne passe pas par le fait qu'on agisse tous comme des robots, qu'on aille tous dans la même direction. Voyez ? C'est-à-dire que vos cellules, elles jouent tout un rôle différent, et elles ne sont pas en train d'essayer de se contrôler les unes les autres pour savoir qui fait quoi, etc. Et que c'est comme si l'estomac disait, tout le monde, en fait, on est juste un géant estomac, et tout le monde doit être un estomac. Ben non. C'est-à-dire que de voir la diversité des points de vue et des manières d'interagir avec la réalité comme une richesse à mettre en relation et à agencer de façon harmonieuse, plutôt que d'essayer de niveler les choses et de dire tout le monde agit de la même manière. Et en fait, ça je vais en parler un peu plus tard, mais en fait on a vraiment peur que ça va créer du chaos, alors qu'en fait ça pourrait créer une espèce de cohérence qui nous dépasse et qui peut mener à des choses très très belles. Mais on a peur, alors on veut essayer de contrôler. Mais en contrôlant, en fait, vous restreignez les possibilités d'expression de cet organisme. Mais c'est aussi des lobbies pharmaceutiques et des choses comme ça. Ça, c'est des jeux de pouvoir aussi de ce niveau-là, hein, mais c'est aussi pour nous mettre en lumière ces choses-là. Mais au-delà de ça, vous vous souvenez, je vous avais fait l'expérience de pensée du médecin qui essayait de départager le prêtre catholique et protestant. Okay ? Aujourd'hui, vous avez le camp des pro-vax et le camp des anti-vax. Mais les deux utilisent des arguments qui se veulent scientifiques.
Et ils essaient d'utiliser et d'instrumentaliser les études et la science pour prouver que leur camp a raison. De la même façon qu'un prêtre catholique et protestant disent « mais non, mon interprétation de la Bible, c'est la bonne ». Quand vous regardez les choses de façon symbolique, vous comprenez que ce n'est pas ça le sujet, en fait. C'est le sujet, c'est comme on pense qu'on est tous des machines, on va tous recevoir la même huile dans notre moteur et on va tous avoir le même entretien de notre moteur, ok? En fait, c'est juste de dire, ben non, en fait, je ne suis pas une machine. Je ne suis pas une machine et je reprends quelque part mon libre arbitre sur qu'est-ce qui est bon pour moi, fondamentalement. Et en fait, on le voit dans d'autres sujets. Par exemple, la nutrition. Vous avez déjà vu combien de régimes il y a? Vous avez déjà vu combien de différents conseils il y a pour, il faut faire le régime alcalin, le régime, je sais pas moi, protéiné, le régime machin. Et chacun va vous dire, non, mais c'est ce qui est bon. Et en fait, on arrive en fait à une sagesse qui dit que, en fait, le régime, il est vraiment du sur-mesure. Parce que vous êtes une personne unique et vous avez des besoins qui sont uniques et on va vous faire passer des milliers de questionnaires pour essayer de trouver c'est quoi votre régime spécifique fait juste pour vous. Mais il y a 100 ans, c'était pas ça. Hein. Il y a 100 ans, vous aviez un petit manuel pour dire, voilà, bouffez ça, vous avez 2000 calories par jour, et puis basta. Voilà. Et en fait, on en vient à ce truc de... Mais à un moment donné, à partir du moment où vous êtes dans une personnalisation qui est de l'ordre de l'individu, vous n'êtes plus vraiment dans de l'empirisme là, puisque c'est du sur-mesure. Ça marchera pour vous, mais ça ne marchera pas pour vous. Et donc là, la science, vous n'allez pas avoir une étude de 1 million de pages pour montrer chaque petite exception et chaque petit truc. Ça n'a plus de sens. En fait, c'est d'utiliser l'esprit critique. L'esprit critique, mais aussi le ressenti. D'accepter de passer par le ressenti. D'accepter que, en tant qu'humain, plutôt que de lire un bouquin de 3000 pages sur la nutrition, d'essayer de se dire, quand je prends cet aliment, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? De se dire, ça fait du bien, ça fait pas du bien. Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça m'en prend? Est-ce que je suis plus fatigué l'après-midi? Comment sont mes selles? Je sais pas moi. Mais en fait, on ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent qu'une autorité extérieure leur donne des réponses. Et en fait, maintenant est le moment où il faut commencer à reprendre ses billes et revenir au contact de ses ressentis. C'est pour ça que j'ai dit l'esprit critique, parce que oui. Souvent on pense que parce que celui-là l'a dit, c'est bon. C'est ça. Mais pas, comme vous dites... Exact. Il faut renouer avec son expérience individuelle et personnelle. Non, mais donc ça ne veut pas dire que le vaccin est bon ou mauvais, ça ne veut pas dire que... voilà. Et en fait, l'approche de la Suède, par exemple, pour moi, elle est déjà un peu plus mesurée. C'est-à-dire, le vaccin est là, allez le prendre si vous voulez. Et finalement, on a vu, les Suédois, ils sont encore là. Hein, ils ne sont pas tous morts. Même si on a voulu essayer de prouver que c'était la mauvaise approche, parce que ça fait mal quand même pour les gouvernements. Après, vous vous souvenez, au tout premier cours, j'avais parlé de vérité absolue. Et la quête de la vérité absolue, et l'interaction avec le choix et le libre arbitre. En fait, quand vous prenez une décision aujourd'hui au niveau des gouvernements ou des compagnies pharmaceutiques, pourquoi est-ce que vous voulez avoir une tonne d'études qui vous montrent qu'il faut faire vacciner tout le monde? Parce que s'il y a des effets secondaires, vous en lavez les mains, ce n'est pas votre responsabilité. Vous avez agi en fonction de des meilleures données ou faits, etc., du moment, et comme ça, vous ne devez pas prendre la responsabilité pour ce qui a été appliqué. Après, il faut aussi se mettre dans des expériences de pensée où on se met à la place d'un gouvernement et de la réaction des citoyens, de l'interaction avec les médias et de notre soif pour les scandales. Est-ce qu'il est plus facile de se dire, on ne sait pas, on attend, et puis vous avez des milliers de morts sur les mains, et en fait, on va vous reprocher d'avoir rien fait? Ou est-ce que vous agitez dans tous les sens, vous faites semblant de faire plein de trucs, il y a quand même des milliers de morts, mais au moins vous avez dit, on a fait tout ce qu'on a pu. Et donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, même nous, on utilise les gouvernements comme des boucs émissaires pour les faire payer pour tout ce qui se passe, et puis finalement, après, on se plaint qu'eux agissent d'une façon où ils restreignent nos libertés, et qu'ils agissent comme ça. C'est aussi parce qu'ils savent quelque part que les gens vont leur reprocher plus de ne pas avoir fait quelque chose que d'avoir fait quelque chose, qui se mettent en branle et il s'agit de toutes les façons possibles et imaginables pour dire voyez, on a tout essayé, plutôt que de dire on ne sait pas. Je vais vous faire une autre expérience de pensée qui est intéressante. Imaginez, vous avez votre enfant, 18 ans, elle veut rentrer dans une grande école de danse. Une grande école de danse, et c'est un concours ultra strict. Il n'y a que 10 personnes qui sont reçues sur 1000 personnes, et surtout,
lors de l'épreuve, vous devez danser sur scène, il y a fréquemment des accidents, des gens qui se tordent la cheville, qui se font super mal. Votre fille votre fils, peu importe, va passer l'examen, et vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites, regarde, t'as que 10 chances sur 1000 de réussir, et regarde la photo, l'année passée, il y a telle personne qui s'est pété la cheville, et regarde à quel point elle a souffert et elle a mal. Est-ce que c'est ça que vous allez faire, ou pas? Mais pourtant, c'est la vérité, hein. Pourtant, c'est la vérité. Je veux dire, c'est des statistiques le montrent, et vous avez en plus des preuves à l'appui. Pourquoi vous n'allez pas le faire? Elle peut le savoir, mais on ne va pas mettre du négatif, parce que sinon, c'est comme vous disiez, elle va déjà dire avant de partir que voilà, ça exactement. va pas marcher. Le coronavirus, comment est-ce qu'ils vous l'ont présenté? Avant même qu'il arrive ici. Ils vous ont montré, non, les photos des hôpitaux débordants en Chine, des catastrophes, des morts qu'on enterre dans les fosses communes, je ne sais pas quoi. Donc, pour moi, quand on sait que l'effet placebo existe, pour moi, j'arrive même pas à comprendre comment vous pouvez aller à la télévision et déjà préparer en fait toute une population au fait que la manière dont leur corps doit répondre au contact d'une maladie qu'il ne connaît pas, c'est en déclenchant les pires des symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas comment le corps humain allait réagir. On ne sait pas, face à une nouvelle maladie qui émerge et qui est totalement novatrice. Peut-être que ça va juste être une grippe, peut-être que ça va être un truc horrible. Mais le fait de mettre l'emphase sur les pires des cas et la pire des façons dont ça va se passer, c'est comme si vous essayez c'est comme un effet nocebo à l'échelle d'une population, quoi. Donc déjà rien que ça, c'est... Et en fait, ça, encore une fois, c'est juste... C'est pas pour pointer du doigt, c'est pour dire que l'humanité est obsédée par les informations négatives, et c'est pour mettre ça en lumière et voir les conséquences de ce que ça fait quand on ne montre que les effets négatifs des choses, ou une vision négative des choses. Ça a un vrai impact sur la façon dont nous, on a un rapport avec la réalité. Mais quels sont les effets positifs d'une maladie? Ben ça, il ne faut pas dire, hein, c'est pas qu'il faut dire je souhaite vivre le coronavirus, c'est juste comme on sait que mettre une emphase sur l'aspect négatif peut exacerber la manifestation des symptômes négatifs par l'effet placebo, alors il faut le présenter de façon plus nuancée, informé sans effrayer. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne dis pas que c'est évident, mais c'est vraiment complètement transformer un peu la manière de faire les choses. Et de se dire, on sait en fait que ça a un aspect positif, de communiquer positivement. Donc peut-être dire, non, mais vous ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi sévère que ça, ou je sais pas moi, prenez votre vitamine D. Mettre les gens en fait dans une posture d'empuissancement, je ne sais pas comment dire, hein, où ils se sentent puissants par rapport à ça, et aussi où vous faites plus de la prévention quelque part. Oui, il y a aussi personnes âgées ou quoi qui sont plus en danger que d'autres. Par exemple. Mais là, encore une fois, vous en appelez à la sagesse de l'individu. C'est-à-dire que plutôt que de traiter les gens comme des enfants, c'est-à-dire les gouvernements qui traitent les adolescents comme des adolescents irresponsables qui ont tellement besoin d'eux qu'on doit leur dire quoi faire, vous commencez à traiter la population en jeunes adultes, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on leur dit pas quoi faire qu'ils vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire que de se dire, les personnes âgées qui ont peur de mourir et d'attraper ça, ils vont mettre en place eux-mêmes des mesures pour s'isoler, etc. Et on va même faciliter ça, on va peut-être mettre en place, je sais pas moi, des livraisons de courses, de toute une série de choses pour aider les gens qui ont pris cette décision-là et qui ont fait ce choix-là de pouvoir le vivre. Et en même temps, les personnes âgées qui sont en fin de vie, qui ont envie de voir leurs petits-enfants, qui n'ont pas envie d'être isolés, d'avoir cette liberté de pouvoir le faire quand même, en connaissance de cause. Donc, mais accepter une certaine mortalité supplémentaire au niveau social. Peut-être. Mais de se dire que le peuple et les gens, les individus, reprennent la responsabilité, reprennent leur bille. Mais encore une fois, c'est cette transition qu'on est en train de vivre, hein, entre l'adolescent qui ne prend pas ses responsabilités et il n'arrête pas de pointer ses parents du doigt, et le jeune adulte qui devient responsable pour ses propres actions et qui se reprend en main. Vous voyez ? Et donc, proportionnellement, en Suède, il n'y a pas eu plus de morts? Pas spécialement, c'est ce qu'on a appris après. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, qu'on se fasse vacciner ou pas, ça revenait plus ou moins au même. Et donc, d'où l'importance encore plus de se dire, laissons le choix aux gens. Parce que peut-être qu'en laissant le choix aux gens, vous obtiendrez cette espèce d'émergence d'une cohérence au niveau global, voilà, qui n'aurait pas pu être atteinte si vous forciez les gens à aller dans un camp ou dans l'autre. Mais on n'était pas forcé de se faire vacciner. Très, très fort incité. Je ne me suis jamais senti. Non.
très fort incité. Moi, je devais pas faire. Oui, voilà. Ou bien Non, c'est c'est... renoncer à mon truc. Vous savez, c'est comme l'adolescent, vous lui dites, tu peux rentrer après 10 heures, mais après tu es privé de sortie pendant une semaine. Est-ce que l'adolescent peut rentrer après 10 heures? Oui, mais il est puni, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà, c'est ce rapport-là. Encore, c'est nouveau, le rapport de l'adolescent au jeune âge. Mais il peut donner envie d'aller à cette école. En parlant de ça, hein, donc, la relation des gouvernements à la société, il y a deux réactions. C'est la réaction, en fait, il y a une caricature en fait, entre Orwell et Tanguy. C'est-à-dire que Tanguy, vous connaissez le film Tanguy? Oui. C'est donc un adolescent qui vit encore, enfin un jeune adulte, pardon, qui est doctorant, qui gagne limite plus que ses parents, voilà, 28 ans, il gagne plus que ses parents, il vit encore chez eux, à leur crochet, et les parents, ils font tout pour le dégoûter, pour se barrer. Et en fait, parfois, je me demande si, quand je regarde les gouvernements et les politiques qui sont mis en place, je me demande si c'est pas les deux parents qui essaient de dégoûter quelque part les citoyens pour se dire, mais maintenant, on va se débrouiller tout seul, parce que ça fonctionne plus, quoi, ça marche plus. Et pas consciemment, hein, spécialement. C'est juste, encore une fois, des patterns qui sont là, des schémas qui sont là, ou alors le côté Orwell. C'est le côté, mon jeune adulte, il n'est pas encore assez mature, il ne sait pas se débrouiller tout seul, qui va laver tes chemises, qui va te préparer à manger, et donc, tu dois rester chez moi, et je vais tout faire pour toi, et je vais avoir vu sur tes comptes, et contrôler tout ce que tu fais. Et donc, il y a à la fois, vous avez les gouvernements Tanguy, c'est-à-dire les gouvernements complètement, ils font n'importe quoi, et c'est comme s'ils essayaient de nous dégoûter pour se dire, ok, le changement ne peut plus passer par ça, il faut qu'on en vienne à d'autres solutions d'autogouvernance et tout ça, d'auto-organisation, et d'autres gouvernements qui sont en mode, qui essayent de s'accrocher en fait au pouvoir et au contrôle. Et entre les deux, vous avez quand même des nuances. Hein. Évidemment, vous avez des gouvernements qui sont pour moi un peu plus éclairés, qui comprennent par exemple le potentiel de la blockchain, qui essaient de l'intégrer, qui essayent d'inclure les citoyens, de créer des trucs plus participatifs, et de déléguer aussi. Mais voilà, vous avez ces trois trucs-là parce que ce sont dans toutes les manières que l'humanité a vécu de prendre son émancipation vis-à-vis des parents, il y a tous ces différents schémas qui sont là. Et avec le coronavirus, évidemment, on l'a vu, cette relation de Orwell, plus Tanguy, plus... voilà. J'ai l'impression quand même qu'au niveau sociétal, c'est que on attend quand même du pouvoir politique, c'est de contrôler. Quand il se passe quelque chose, je ne sais pas, il y a un incendie, tout ça, d'office, c'est toujours, tiens, mais quelle est la politique au niveau de ceci, cela, au niveau sécuritaire, au niveau, c'est ce qu'on attend. Tout à fait. Oui, mais c'est... Parce qu'il faut essayer de canasser, de diminuer le risque. Oui, tout à fait. C'est un jeu de pouvoir. Hein. C'est comme si vous aviez une famille de 10 enfants, et puis chaque enfant essaie de contrôler papa-maman pour que... voilà, pour l'avoir dans son camp et pour que les choses se passent bien pour lui. Et voilà, et c'est finalement ça, hein, on vote pour notre parti politique, et puis des jeux de pouvoir comme ça qui se font entre l'humanité, mais on ne les résout pas encore directement, on les résout via, vous voyez, un truc où le basculement de notre système d'organisation tel qu'il est aujourd'hui à l'autogouvernance, ce que ça ne permet plus, c'est de se cacher derrière papa. C'est-à-dire que vous glissez un bulletin dans l'urne, et c'est pas vous qui allez devoir prendre votre voiture et reconduire les migrants à la frontière. Vous glissez un bulletin dans l'urne, c'est pas vous non plus qui devez sonner à la porte d'un gars qui a une triple villa et 3 yachts et lui dire je te prends ta villa et dégage de ta maison. Vous utilisez un pouvoir impersonnel qui vous lave les mains, vous ne savez pas ce qui se passe, qui vire tous les migrants et qui exproprie les riches. Mais c'est pas à vous de le faire. À partir du moment où vous adoptez un système plus d'autogouvernance, où les décisions se font directement, en fait, vous êtes obligé d'appliquer les décisions que vous avez vous-même entérinées. C'est un peu plus sensible, vous voyez. Donc, c'est pas la police, et vous voulez pas savoir ce qui se passe, vous laissez, entre guillemets, le sale travail à une force impersonnelle. Et puis, en plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez vous cacher derrière. Vous pouvez dire, ah ouais, mais moi, c'est pas ça que j'avais voulu. Hein. Je veux dire, ils ont fait ça, le gouvernement a fait ci et ça, mais moi, j'ai juste glissé mon bulletin dans l'urne, c'est pas ma faute. Vous voyez. C'est typiquement une attitude d'adolescent qui se cache derrière les parents quand les choses ne vont pas bien. Tu vois, vous voyez. Bon, après, quand on devient un jeune adulte, on ne peut plus. C'est-à-dire, on se saoule, on est bourré à 3h du matin en ville, ben, il faut se débrouiller, quoi. Vous voyez. Donc, le coronavirus,
de façon symbolique. Hein. Moi, je l'interprète comme un événement... Pourquoi est-ce que vous parliez d'Orwell alors? Orwell, c'est plutôt les gouvernements contrôlants, qui veulent essayer de tout contrôler, comme si on essayait de contrôler son adolescent qu'on pense n'est pas mature pour se débrouiller dans le monde. Et Tanguy, c'est le contraire, c'est vraiment dégage, j'en ai marre. Mais en fait, il y a les deux, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout se mélange à notre niveau. Et donc, le coronavirus ici est donc un événement que nous nous sommes auto-infligés et qui est le reflet des limites de notre vision du monde et de l'impasse au niveau de l'expérience, ne permettant plus à la vie de continuer son individuation. Donc, encore une fois, c'est cette idée de Simondon, hein, de la vie. Et en fait, là, vous pouvez, avec l'expérience des souris, la cage de 5 mètres sur 5, elle est physique. Pour l'humanité, elle est plutôt psychique. Vous voyez, on est plus enfermé dans notre croyance, dans notre vision du monde, dans notre psyché, qui peut nous cadenasser, nous limiter et nous faire nous sentir un peu emprisonnés quelque part. Même s'il y a de l'espace physique, quoi. Mais on peut quand même se sentir bloqué à ce niveau-là. D'accord? Et donc, le vote ou le choix aussi, ça c'est important de comprendre, c'est que la façon dont on vote ou dont on choisit n'est pas spécialement dans le blabla mental, c'est-à-dire les gens qui rationalisent, par exemple, je sais pas moi, le gouvernement a mis en place les confinements et les gens sont là, ah oui, ils avaient raison de le faire, nanani nana, et ils se font tout un scénario, un blabla mental dans leur tête pour le justifier. C'est plutôt au niveau du ressenti ou de l'émotion qui est le vrai moteur, c'est-à-dire ce que vous avez ressenti au moment où on vous a annoncé ça, ce que vous avez ressenti quand on vous a forcé à vous vacciner. En fait, c'est ça le vrai vote. L'autre, c'est juste ce vernis hein, qu'on avait vu de raison qu'on met par-dessus pour étouffer justement ce ressenti qui est la pulsion en fait primaire, qui est votre réaction initiale à ça. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment pour expliquer que l'émotion est vraiment plus forte que la raison. C'est ça en fait qui anime, qui donne de l'énergie aux choses. Si par exemple vous dites quelque chose, une phrase comme je sais pas moi, je te kiffe à une partenaire, mais vous le dites vraiment avec votre tripe, avec les larmes à l'œil, ou vous dites quelque chose comme, je sais pas moi, une citation de Balzac, mon père m'a donné un cœur, mais vous l'avez fait battre, mais avec un ton monocorde comme un robot, eh bien en fait c'est le truc, peut-être, c'est je te kiffe qui va passer mieux que l'autre, vous voyez. C'est plus important en fait, l'émotion, le ressenti et tout ça, que la forme, le papier d'emballage, d'accord? Et donc voilà, Simondon, l'interdépendance entre le milieu et la vie dans le processus d'individuation, c'est que finalement le milieu nous reflète les tensions que nous avons à résoudre pour continuer à nous individuer. Okay, et ça, on va le voir un peu plus loin parce que ça demande une déconstruction de la réalité qui est encore beaucoup plus poussée que ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais donc voilà, vous avez cette analyse symbolique de ce que c'est le coronavirus, d'une façon qui n'est pas purement matérialiste, où vous n'essayez pas de trouver les méchants, les gentils, c'est juste où vous vous dites, ok, c'est l'humanité qui s'est auto-infligé une expérience pour lui refléter les limites de certaines manières d'interagir avec la réalité, et pour la faire avancer, tout simplement, dans son processus d'individuation. D'accord? Donc on avait vu, par exemple, que la finance, l'argent, c'était un peu comme une combinaison entre le système circulatoire et le système nerveux. D'accord? Puisque c'est l'oxygène hein, qui permet au corps social de bouger, quelque part, et qui en même temps donne l'information sur comment bouger. Donc le rôle du système financier, c'est quoi? C'est à la fois une information et une énergie. L'argent est comme une façon d'enrôler d'autres êtres humains pour réaliser une idée. Quand vous donnez un billet de 50 € au boulanger, c'est pour réaliser votre idée de vous remplir l'estomac. D'accord? Et donc lui, il va créer une baguette pour ça. Et donc, celui qui contrôle l'argent peut, entre guillemets, activer un certain nombre de cellules humaines, si vous voulez, pour transformer la réalité selon son idée. Et donc, vous pouvez transformer une carrière de pierre comme ça en cathédrale. Quand c'est l'Église qui contrôle tout l'argent, c'est ça qu'elle permet de faire. C'est de se dire, il y a tout un paquet d'idées qu'on pourrait faire, qu'on pourrait réaliser. Et l'argent est une façon de dire, qui décide de qu'est-ce qu'on va réaliser comme idée maintenant physiquement au niveau de la matière. Mais c'est la même chose au niveau micro, c'est-à-dire que là où l'oxygène s'accumule dans votre corps, c'est ça qui vous permet de bouger. Si par exemple l'oxygène s'accumule dans mes jambes, ça me permet de courir, etc. D'accord? Donc là où l'énergie s'accumule, c'est ça qui permet la transformation de la réalité et aussi la mise en mouvement des êtres humains. Et donc la question c'est, quelles idées voulons-vous nous réaliser? Quand vous avez un milliardaire qui a toute la richesse ou beaucoup de la richesse, il peut envoyer une voiture dans l'espace, de sport dans l'espace pour rigoler.
c'est Elon Musk, hein. Ou alors on peut créer des accélérateurs de particules, et ça on revient de nouveau au paradigme aussi, qui fait que les idées qu'on réalise sont celles, voilà, qui sont, ça dépend du paradigme en fait dans lequel on est, et aussi évidemment d'où est accumulé et comment circule l'argent. Alors, l'intelligence collective. Ici, je vais parler du principe d'attracteur en biologie. Un attracteur, c'est comme un but final que vous essayez d'atteindre, comme quelque chose qui vous attire vers un état final, et vous essayez par n'importe quel biais d'y aller. Alors quand vous avez juste une cellule, par exemple, et qu'elle rencontre un obstacle, ben, elle n'arrive pas à son but, ou alors elle doit savoir qu'elle doit contourner l'obstacle. Quand vous avez plein de cellules, alors elles peuvent, par exemple, atteindre cet obstacle plus facilement parce qu'elles peuvent s'informer les unes des autres de comment elles y sont arrivées, et il y a cette communication, cette propagation d'une espèce de sagesse. Okay, et donc, les travaux de Michael Levin sont vraiment très intéressants. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ce que lui a fait. Lui a constaté en fait que ce sont les champs bioélectriques qui sont en grande partie responsables de ce phénomène d'attracteur. C'est-à-dire que les cellules, quand, pour un bébé ou pour n'importe quel organisme, c'est comme si elles créaient un champ bioélectrique autour d'elles qui représente comme la forme ultime qu'elles voudraient atteindre, un organe pleinement formé. Et elles vérifient à chaque fois, constamment, si elles ont atteint ça ou pas. Et donc, si vous faites des petites coupures ou quoi dans la formation de l'organe il va essayer de trouver une façon de passer au-delà de ses limitations pour atteindre cette finalité, ce but final. Et donc, en fait, ce qu'il a constaté aussi, c'est que en changeant l'information dans le champ bioélectrique, il pouvait par exemple faire pousser un œil sur un dos d'un tétard, ici, ou même plusieurs yeux, sans changer, sans rien changer à l'ADN. Donc l'ADN est identique, mais vous savez complètement changer la morphologie d'un être vivant, juste en changeant le champ bioélectrique qui lui dit c'est ça que tu dois faire. Et donc en fait l'ADN serait plus comme la fabrication de pièces. Donc on sait combien de pièces on doit faire tel nombre de briques, on doit faire un tel nombre de ciments, on doit faire tel nombre de poutres, mais l'ADN ne vous dit pas comment assembler ces éléments ensemble pour faire une maison. D'accord ? C'est plutôt le champ bioélectrique et le plan d'assemblage finalisé et qui est comme un attracteur, comme un aimant qui attire en fait les cellules qui se multiplient pour s'agencer de façon à former cet organe. Et donc ça pose la question effectivement de la téléologie et du but, de la finalité. Et en fait, si vous appliquez ce même principe à l'humanité, dans la façon dont l'humanité se développe, c'est comme s'il y avait aussi quelque part quelque chose dans lequel on est tiré. Et ça part évidemment de ce que j'avais déjà expliqué, hein, c'est-à-dire toutes les expériences qu'on a vécues, la façon dont notre corps fonctionne, le développement à l'intérieur du ventre de notre mère. Et donc, appliquons ça à la finance. Et ça, on l'avait déjà fait avec Madame au 3e cours. Là, je vais vous faire un résumé vraiment très condensé de ce qu'on avait vu au 3e cours de Qu'est-ce que l'argent. Donc ici, je vous montre un graphique de la croissance d'une plante avec les différentes phases. Il y a une phase de latence où il n'y a pas grand-chose qui se passe, la phase accélérée, la phase linéaire où on commence à incurver, et puis la phase de ralentissement. Et ça, vous le voyez, au début de la vie, ça va très vite, et puis vous poussez jusqu'à un maximum, et puis ça ralentit, et il y a un plateau. Les arbres, ils ne poussent pas jusqu'au ciel, il y a un ralentissement. Quand vous regardez le développement de l'humanité, ce qui est bizarre, c'est que quand vous regardez le développement d'un bébé, c'est bien linéaire et constant. Quand vous regardez l'humanité, il n'y a rien qui se passe avant genre moins 800, et puis après, c'est des soubresauts comme ça, avec après une explosion, parce qu'ici ça s'arrête à 1800, mais en fait, ça va en exponentiel, ça vire en exponentielle très 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 forte. Et donc, on s'est développé de façon vraiment asymétrique, parce qu'on est à une échelle de complexité beaucoup plus éloignée quelque part de cette sagesse biologique et naturelle. Mais ce que vous expliquent tous les économistes, hein, c'est que post-croissance et tout ça, c'est qu'il faut faire ça, cette courbe en S. Hein. Donc on a une croissance exponentielle et maintenant il faut s'arrondir. Mais en fait, c'est juste faire ce que toute la nature fait. Hein. Les plantes le font. Et en fait, quand on regarde donc ici, ça c'est la courbe de croissance après la naissance d'un bébé, la courbe s'infléchit aussi. C'est-à-dire que si on poussait aussi vite une fois en dehors du ventre de notre mère que quand on se développe dans le ventre de notre mère, en fait, on pèserait tous 2 ou 3 tonnes, quoi. Ok, même plus. Donc, il y a une inflexion. Et cette inflexion, elle se fait après l'accouchement. D'accord ? Après l'accouchement, et donc là, vous pouvez vraiment la voir, hein, cette courbe en S. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'en fait, nous, on est plus ou moins ici, dans notre développement. Il y a notre accouchement qui a une symbolique qu'on va peut-être explorer plus tard, parce que c'est une symbolique lourde, pour l'analyser vraiment, qu'est-ce que ça représente. Mais ça veut dire qu'en fait, notre priorité actuellement, c'est de s'harmoniser pour créer un organisme global viable pour pouvoir entamer cette courbe en S. Sinon, en fait, on se décompose en sous-parties et puis la fin. Ok. Donc, le lien entre le micro et le macro, vous avez cette intelligence collective qui préside à la formation de l'humanité, et c'est comme si à un moment donné, elle avait constaté qu'en fait, on ne se développait pas, qu'il fallait se dépêcher, et puis, qu'est-ce qu'elle nous envoie quelque part comme sagesse? La création du système financier de monnaie-dette. C'est-à-dire que quand vous avez un système de monnaie-dette avec un intérêt à rembourser sur la dette, c'est l'instrument parfait pour une croissance accélérée. Parce que vous êtes obligé de rembourser plus que vous n'avez emprunté, donc vous devez aussi dégager plus de production, plus de productivité, plus de tout. D'accord? Donc, c'est comme si, dans une première phase de notre développement, on s'est développé très très lentement, mais on n'avait pas beaucoup d'impact sur l'environnement de façon harmonieuse, en petits villages, etc. Et puis c'est comme s'il y avait cette sagesse, ce champ bioélectrique qui disait « Mais attendez, ça c'est ce que vous devez former, là c'est là où vous en êtes, il va falloir se dépêcher les gars. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait basculer dans un développement ou une croissance qui est presque cancérigène, quoi. Okay? Quand il y a des développements dans le corps d'un bébé, les organes ne sont pas en train de s'attaquer les uns les autres. D'accord? Parce qu'ils poussent à un certain niveau et chaque nouvelle chose est intégrée harmonieusement au reste. Quand vous vous développez comme ça, de façon cancérigène, c'est comme s'il y avait des cancers, en fait, c'est comme si chaque organe était un cancer et qu'il voulait essayer de prendre le pas sur le reste du corps. Ça se développe beaucoup plus vite, mais ça se développe beaucoup moins harmonieusement. Okay? Et on va voir pourquoi il y a eu ce déséquilibre, à mon sens, dans le cours suivant, quand on parlera de la relation du masculin et du féminin. Mais vous verrez, ça va être amusant parce que j'ai des belles illustrations pour ça en plus. Et donc, vous avez donc une relation non durable, évidemment, puisque le bébé il croît de façon exponentielle, mais à un moment donné, s'il continue cette croissance-là, alors qu'il est à l'intérieur du ventre de sa mère, ça peut continuer. Vous avez des phases de développement qui sont en fait mises en miroir avec des phases de développement dans notre manière de voir le monde. J'avais mis ici homo animismus, l'animisme, homo polythéismus, homo monothéismus, homo scientificus, et moi je dis homo spiritualis, c'est se relier à ce qui nous dépasse, entre guillemets, sans lui donner un nom spécifique. Et donc voilà, la relation au placenta parent-gouvernement évolue aussi évidemment avec toutes ces crises et ce système financier. L'humanité coupe le cordon, effondrement ou transition douce. Donc on parle tous de le collapse financier des banques, etc. Et en fait, c'est en miroir à la façon dont on gère en fait ces transitions de l'accouchement, quoi. C'est-à-dire que l'accouchement, heureusement, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on laisse un peu le sang filtrer normalement 30 minutes avant de couper le cordon. Avant, c'était il sort, tac. Et on ne sépare pas tout de suite la mère du bébé, et le bébé, on laisse le bébé venir sur le ventre, etc. Donc les transitions sont de plus en plus douces, heureusement, puisque en miroir, vous avez aussi les transitions que nous infligeons à nous-mêmes au niveau de transition d'un système financier, économique, gouvernemental à un autre. Si on continue à faire ça au niveau micro, c'est un schéma ou un pattern qui se cimente et puis qu'après qu'on va réexpérimenter au niveau macro. Une transition nécessaire aussi, puisque dans certains pays comme le Brésil par exemple, ils ne forcent pas les mères à accoucher à la fin du terme. Et donc vous avez des bébés qui peuvent naître 3 semaines ou même un mois après le terme. Et en fait ce qu'on constate, c'est dans ces cas-là, la courbe de croissance s'infléchit, même parfois elle redescend, c'est-à-dire que le bébé perd du poids. Et donc c'est vraiment montrer en fait cette limite de croissance. Si on reste dans le cadre de l'utérus, avec le placenta, avec tout ça, il y a une limite à une façon de se développer si on reste dans cette situation-là, dans cette relation-là à la mère ou à la planète, si vous voulez. Et donc perte du poids en miroir à une surmortalité au niveau humain. Donc c'est vraiment le nombre de cellules qui diminue par rapport à avant, quoi. Donc c'est ce qu'on dit, la chute des populations, etc. Et en fait, ce qu'il y a aujourd'hui aussi, c'est une pratique qui commence à être répandue, c'est le bébé lotus. Qui en a entendu parler? Personne? En fait, en gros, c'est une pratique qui nous vient d'Inde, où on garde le placenta attaché,
on met des petites herbes, on met dans un petit sac, on met des petites herbes pour pas que ça sente mauvais. Et en fait, après 3 ou 4 jours, en fait, le cordon se détache tout seul. Mais vous mettez le placenta un peu en hauteur, comme ça il y a quand même encore du sang qui circule. En fait, ce qu'on remarque, c'est que après un accouchement, normalement, les bébés perdent du poids pendant les 3-4 premiers jours, et puis une fois que tout se met en place, ils recommencent à reprendre du poids. Quand ils sont accouchés comme ceci, ils perdent moins de poids, c'est-à-dire la transition est moins brutale entre un système et un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, symboliquement, ça veut dire, c'est pas on fait la révolution, on se met tous en autogouvernance, en autovillage, on décapite papa, maman, les gouvernements, et maintenant on s'auto-organise et tant pis pour eux. Vous voyez? C'est un peu la révolution française, hein, on coupe la tête, quoi. C'est vraiment de se dire, non, on va faire ça progressivement, on va s'émanciper, on va transiter vers un autre système de façon progressive et douce. Alors, si vous voulez plus de détails sur la théorie relative de la monnaie, je vous encourage à regarder mon cours numéro 2 de Qu'est-ce que l'argent qui est sur YouTube, parce que là, je vais vraiment devoir vous le faire en résumé. En fait, il y a Stéphane Laborde, donc un économiste français, qui a mis en place une théorie qui s'appelle la théorie relative de la monnaie en 2010. Et c'est une autre façon de créer et générer de l'argent, qui est complètement différente de la façon dont fonctionne le système de monnaie-dette. Il faut savoir que l'argent que vous avez sur votre compte, quand vous ouvrez vos comptes en banque, vous regardez l'argent qu'il y a là, ça représente la dette de quelqu'un d'autre. Parce que l'argent est créé au moment où une banque fait un prêt à quelqu'un. Et donc ça veut aussi dire que cet argent, vous devez le dépenser pour que quelqu'un d'autre puisse rembourser sa dette. Si maintenant tout le monde s'assied sur son argent et arrête de dépenser et le met derrière son matelas, en fait, il y a toute une série de gens qui vont faire instantanément défaut sur leur paiement, puisqu'ils ne vont plus recevoir cet argent qui circule pour pouvoir rembourser leur crédit. Okay? Et donc, tant que l'argent est créé sous forme de dette, ça crée certains problèmes, comme le fait que la croissance est obligatoire. Tant que vous êtes dans un système de monnaie-dette, ça ne va pas bouger. Et en fait, ça, c'est le truc le plus dur à entendre, parce que ça, vous l'entendrez dans quasi aucune conférence écologiste et compagnie, et moi j'ai été à beaucoup de ce genre de conférences, dans le cadre de mon travail, c'est qu'en fait, le truc le plus important, c'est qu'il faut sortir du système de monnaie-dette pour pouvoir effectuer cette transition, pour arrêter d'être dans une croissance exponentielle, mais personne ne veut le faire. Tout le monde veut faire des petits ajustements, faire plus de lois, faire des investissements, je sais pas moi, verts, etc. Mais personne ne veut parler du fond du problème, qui est le fait que tant que vous avez de l'intérêt attaché à de l'argent, vous devez dégager plus de profit, générer plus de profit, et donc ça demande de la croissance, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être de la croissance virtuelle, hein. Ça peut être, on vend plus d'applications sur smartphone, et donc ça n'a pas autant peut-être d'empreinte écologique, mais globalement, la logique est la même. Et si vous n'avez pas de croissance, alors vous devez vous faire augmenter les prix. Parce que par exemple, si vous produisez tout le temps 10 machines à laver, okay, et que vous devez rembourser votre crédit, et que ces machines à laver, je ne sais pas moi, elles valent 100 chacune, que vous, votre crédit, il est de 1000, mais vous devez rembourser 1100, c'est-à-dire 10% de plus que ce que vous avez emprunté, mais vos machines à laver, vous devez vendre 110. D'accord? Donc l'inflation, quoi, si vous voulez. Ok? S'il n'y a pas de croissance, c'est ça le problème. Et donc ici, dans la théorie relative de la monnaie, l'idée, c'est que l'argent est un espèce de référentiel universel pour mesurer la valeur de biens et de services. C'est comme une unité de mesure. C'est-à-dire, là où je mets mon argent, c'est que ça a de la valeur pour moi. C'est que je lui donne de la valeur. Là où l'argent se concentre, c'est que les êtres humains donnent de la valeur à ce en quoi ils croient. Voilà. C'est vraiment presque considérer l'argent comme un bulletin de vote. Quand vous allez chez le boulanger et vous donnez 50 €, c'est comme si vous étiez en train de voter pour que le boulanger continue à faire son pain. D'accord? Mais donc, la théorie relative de la monnaie considère que chaque être humain a un droit égal à voter sur ce qui a de la valeur ou pas. Et donc, dans la théorie relative de la monnaie, tout le monde coproduit une part équivalente de la base monétaire. Non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, vous recevez, par exemple, 10 €. Okay, chaque être humain vivant, même les bébés, on reçoit 10 €. Et puis cet argent se répartit quand il est dépensé. Et là où il s'accumule, eh bien c'est là que l'humanité va, entre guillemets, bouger. Et donc c'est-à-dire que l'économie, là, à ce moment-là, reflète plutôt la somme de toutes les décisions individuelles des êtres humains à dépenser ce dividende universel, comme ils l'appellent, au quotidien. Et de là peut émerger alors ce qu'on appelle une intelligence, enfin ce que moi j'appelle une intelligence collective décentralisée. Vous voyez, c'est un peu le système de... C'est comme voir l'économie comme un financement participatif continu.
tout le temps. Il y a des gens qui ont des idées, ils les mettent là, sur la page publique. Les gens ont de quoi voter, entre guillemets, tous les jours, au quotidien, avec ce dividende universel, comme un revenu de base, hein, si vous voulez. Et puis, ils votent pour les idées qu'ils considèrent être bonnes, et puis ces idées-là sont réalisées, et le jour suivant, vous avez de nouveau une nouvelle opportunité de voter. Le problème avec le système actuel, c'est que comme l'argent est injecté dans l'économie via un prêt, c'est les banques qui décident quelles idées ont le mérite d'être réalisées. Par exemple, je donne une caricature, hein, mais vous êtes quelqu'un qui sort de Solvay, vous dites ouais, moi j'ai déjà des contacts en Chine, ils peuvent faire un truc, un brol, un gadget dont personne n'a besoin, mais ils peuvent le faire avec, je peux le vendre à 10 fois son prix, et j'ai toute la structure marketing publicitaire pour convaincre les gens qu'ils en ont vraiment besoin en fait de ce truc dont ils n'ont pas fondamentalement besoin. Ok, super, vous avez un super business plan, voilà 10 millions d'euros. Okay, si vous êtes un type un peu écolo qui veut restaurer un terrain, planter durable, etc., avec des plantes saisonnières, etc., vous allez à la banque, elle va vous dire mais et c'est quoi? Où sont les profits? Et votre croissance et votre projet, et comment est-ce que vous allez générer de l'argent, du cash? Vous voyez? Si vous n'avez pas d'idée par rapport à ça, vous ne serez pas financé. Donc il y a déjà un filtre sur quelles idées en fait arrivent même sur la place du marché pour que vous puissiez les acheter. Et donc on en arrive parfois à avoir le choix entre Coca-Cola et Pepsi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment une espèce de goulot là à ce moment-là. Et c'est pas que les banques sont méchantes, c'est juste la logique du système même. C'est-à-dire que comme vous devez rembourser avec un intérêt, vous devez prouver que vous savez le générer cet intérêt. Donc c'est vraiment... J'espère que je suis clair, mais je ne suis pas en train de juger si un système est bien ou mauvais. J'essaie de montrer les logiques de la manière dont un système fonctionne et les conséquences que ça a. Et voilà, sans juger, et en disant que en fait, les banques, on en avait besoin de ce système à un moment donné pour rattraper, entre guillemets, notre retard de développement. Voilà, on va voir un peu plus tard. Mais à un moment donné, cette logique-là, c'est plus tenable, il faut faire la transition. Et c'est ça que j'explique ici avec ce nouveau système. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le système de théorie relative de la monnaie, vous avez un mécanisme de monnaie fondante. Ça veut dire qu'en fait, normalement, l'argent, il doit entrer dans l'économie et sortir de l'économie. S'il continuait tout le temps à s'accumuler, en fait, il y aurait une inflation pas possible. D'accord? Donc, vous créez par exemple une dette vous prêtez à une entreprise pour créer des machines à laver. Au moment où les machines à laver sont usées et disparaissent du marché, le crédit et l'argent qui a servi à créer ces machines à laver doit aussi disparaître. Si l'un ou l'autre continue à circuler, il y a un déséquilibre au niveau du montant de monnaie en circulation ou du nombre de biens et de services disponibles. Donc la façon de détruire l'argent, c'est en remboursant les dettes. La façon de détruire les biens, il y a l'obsolescence programmée par exemple. Parce que si vous faites des machines à laver qui tiennent 1000 ans, en fait, il y a de plus en plus de machines à laver, et puis le marché est saturé et ça ne fonctionne plus, l'économie. D'accord? Ici, avec le système de théorie relative de la monnaie, je ne peux pas vous expliquer en détail, mais en gros, le dividende universel, vous calculez les choses avec le dividende universel et puis avec l'unité sous-jacente. Et vous révisez le montant du dividende universel chaque année. Et donc en fait, c'est comme si le dividende universel perdait de sa valeur progressivement à travers le temps pour égaliser quelque part les richesses. Ça, on l'a vu au cours numéro 2, donc ça, vous pouvez vraiment le regarder. Et en fait, ce qui est intéressant avec la théorie relative de la monnaie, c'est que pour moi, c'est la manifestation d'une sagesse intérieure à notre niveau. Par exemple, ici, vous avez la mesure du montant d'oxygène consommé pendant l'exercice et au repos pour un corps, en fonction du temps. Donc quand vous faites de l'exercice, la consommation d'oxygène est multipliée par 7 ou 8 environ, puis il y a un espèce de plateau qui monte légèrement, et puis quand vous vous reposez, elle redescend. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre qu'en fait, votre corps a une capacité organique d'adapter sa consommation d'oxygène et de ressources, adaptée à ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Si vous êtes en train de courir, vous devez consommer beaucoup. Si vous vous asseyez, vous consommez peu. D'accord? Mais ça, c'est parce que vous êtes un organisme pleinement formé et que vous êtes en train d'agir dans le monde. Tant que vous êtes un bébé dans le ventre de votre mère, votre croissance, elle est continue et les organes consomment presque de façon continue d'oxygène et stable parce qu'ils doivent se développer. Okay? Mais une fois que vous naissez en tant qu'organisme global, un bébé qu'on enroule dans des couvertures et qu'on laisse comme ça, ou un bébé qui rentre partout, ne consomme plus la même quantité d'énergie et de ressources et ne se développe pas de la même manière. Mais pour atteindre ce degré presque organique
de se développer en tant qu'humanité, il faut effectuer une transition vers un système qui ne rend pas obligatoire une façon de se développer. Parce que le système de monnaie-dette, encore une fois, n'autorise que la croissance. Il n'y a pas de modèle pour une entreprise, par exemple, de dire « Ah ben tiens, l'année prochaine, je vais produire 10% de moins. » Voilà. Et de façon stable en plus, et continue et cool, sans devoir virer 1 milliard de gens, faire banqueroute, etc. Donc, c'est vraiment le système tel qu'il est configuré avec le système de monnaie-dette ne permet que la croissance ou alors des espèces de banqueroute, crises et faillites, et puis on reprend. Mais il n'y a pas cette manière organique de pouvoir, je sais pas moi, mettre le paquet quand on a besoin et puis de revenir à une consommation plus douce quand il y a moins besoin. Et donc, avec cette manière de voir le monde, en fait, ici, vous avez le dividende universel, le montant de dividende universel, la façon dont il est distribué à travers le temps, s'il y a des échanges. Donc, par exemple, ici, il y a, je sais pas, c'est Bob qui donne de l'argent à Elsa, et donc Bob a temporairement un peu moins d'argent, Elsa a temporairement un peu plus d'argent, et en fait, avec le temps, comme c'est une monnaie fondante, tout le monde est tiré vers une espèce d'égalisation de la richesse. Okay, mais en fait, ça fonctionne pareil dans votre corps. C'est-à-dire que quand vous courez, l'argent, l'oxygène s'accumule dans les jambes pour que vous puissiez courir. Et puis au moment où il n'y a plus besoin de courir, ben, l'argent il quitte les jambes. Il va ailleurs. L'oxygène et les ressources vont ailleurs, là où il y en a besoin. Et donc, pour atteindre ce degré-là de coordination presque collective décentralisée, un système comme la théorie relative de la monnaie qui permet aux gens tous les jours de voter pour ce qui est important à réaliser aujourd'hui ou pas, bah, permet en fait de faire émerger cette manière de ce comportement global qui reflète la manière dont même un organisme fonctionne. Mais c'est plus une question de croissance-décroissance, et c'est ça le truc, quand vous passez à une façon de raisonner, de fonctionner au niveau symbolique qui dépasse en fait le cadre matérialiste, c'est plus croissance ou décroissance, c'est plus du tout la question. Là maintenant, moi je consomme, c'est plutôt moi je parle d'adéquation, c'est-à-dire que je suis en train de consommer l'énergie qui est nécessaire pour faire ce que je suis en train de faire maintenant. Pas plus, pas moins. Par exemple, si je m'assieds maintenant et que je fais de l'hyperventilation, je vais m'évanouir. Okay, si je retiens ma respiration et que j'essaie de courir, je vais me casser la figure. D'accord? Et donc, c'est dépasser en fait des espèces de dichotomies simples, en mode il faut décroître ou il faut croître, vers quelque chose de plus organique. Okay, dans cette vision-là de voir les choses. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet une transition et une évolution douce. C'est-à-dire que vous pourriez aujourd'hui convertir tous les euros actuels en circulation en monnaie libre, c'est-à-dire en dividende universel, et commencer à... Chaque citoyen dit, voilà, j'ai un compte en banque, c'est celui-là que je vais recevoir le dividende universel, et puis tout doucement, on répaye les dettes actuelles avec ce nouveau argent fraîchement créé, et le nouveau crédit qu'on doit faire, par exemple pour un crédit hypothécaire ou quoi, on peut le faire autrement. Par exemple, on peut le faire à travers des bons. C'est-à-dire que les gens investissent dans un bon qui représente le crédit que quelqu'un d'autre va avoir, et c'est une façon de protéger un argent que vous ne voulez pas dépenser, par exemple. Okay, et donc, du sang maternel via le placenta à l'énergie illimitée propre des poumons, de l'argent de poche des parents au salaire d'un job étudiant, du système monétaire monnaie-dette à un système de cryptoactifs diversifié avec entre autres un cryptoactif qui est déjà le cas, c'est-à-dire que la théorie relative de la monnaie a déjà été appliquée en cryptoactifs, ça s'appelle d'unitaire, la June, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, c'est un petit réseau qui, voilà, vous pouvez déjà recevoir ce dividende universel, mais c'est un truc qui est en marge du système. Mais donc, en marge du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit pousser pendant que l'autre se casse la figure. Moi, je préfère une transition douce. Et donc, c'est comme, je veux dire, un adolescent ou un jeune adulte, il ne va pas renvoyer l'argent à ses parents et dire « je ne veux pas votre sale argent de poche, moi maintenant, j'ai que mon job étudiant et je m'en fous de vous. » C'est un peu immature, quoi. Un bébé ne va pas se vider de son sang de sa mère en disant « j'ai plus besoin de ton sang, maintenant, je respire avec mes poumons et je m'alimente, donc j'ai plus besoin de ton vieux sang dégueulasse. » C'est un peu bizarre de réfléchir comme ça, vous voyez? Donc il y a moyen d'envisager cette transition de façon douce. Moi, c'est ce que je présente. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que c'est ce que je veux voir arriver. Parce qu'évidemment, dans une transition douce, ben, les petites cellules individuelles, elles vivent ça mieux. Vous voyez? Après, la transition va se passer pour moi, ce sera du sur-mesure par rapport au niveau de conscience de l'humanité. Donc encore une fois, que ce soit le coronavirus ou plein d'autres transitions ou événements qu'on est en train de vivre, ils sont calibrés sur mesure pour aider l'humanité à évoluer dans les tensions qui sont actuellement, qui sont là, qui se présentent. Moi, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de mettre en lumière ces tensions pour pouvoir consciemment les
les surmonter, plutôt que de le faire en se tapant voilà, à droite à gauche et en le vivant un peu mal. Okay, pour vous donner un peu une métaphore un peu simplifiée, hein, mais voilà, qui parle d'elle-même, l'attitude de beaucoup de personnes dans les milieux écologistes aujourd'hui, c'est comme un bébé qui est en train de vouloir compresser le cordon ombilical pour qu'il y ait beaucoup moins de sang qui filtre parce qu'ils sont coupables de pomper le sang de sa mère et de consommer autant de ressources. Vous voyez, en fait, c'est pas spécialement dans son intérêt, quoi. Vous voyez, il vaut mieux utiliser ces ressources-là pour finaliser, parachever son fonctionnement pour qu'il fonctionne de façon harmonieuse, que tous les organes soient pleinement développés, pour qu'il puisse survivre, parce que sinon il est foutu quoi qu'il arrive. Et c'est pas en compressant un peu le cordon ombilical que ça va changer quoi que ce soit. Vous voyez ? Ok ? Mais donc ça ne veut pas dire ouais, consommons, on n'en a rien à cirer. Ça veut dire consommons de telle façon à pouvoir mettre en place tous les systèmes au niveau de l'humanité pour qu'on puisse s'agencer de façon harmonieuse, et ça passe par, je sais pas moi, la fusion nucléaire ou quoi, mais voilà. C'est juste la façon dont on fonctionne. Alors, encore une fois, hein, donc, au niveau symbolique, entre Tanguy et Orwell, les gouvernements et les banques, on a de nouveau la même chose. C'est qu'on a de nouveau les Tanguy qui nous dégoûtent quelque part de la politique et les banques qui agissent de façon un peu à nous dégoûter, quoi, en se disant, mais enfin, les frais bancaires, il y a zéro intérêt sur nos comptes, enfin voilà. Et donc, cette transition, on peut la voir vraiment comme une évolution. Donc, des banques privées à des crypto-actifs, notamment publics, des États-nations à des organisations autonomes décentralisées, si c'est un terme de la blockchain que je pourrais peut-être vous expliquer, des géants du web, Web 3, le web décentralisé, etc. Alors, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a 5 minutes et au prochain cours, on va voir l'intelligence artificielle, on va aller vraiment creuser en profondeur, et d'autres événements et d'autres transitions qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu ? L'approche. Vous pensez qu'on a cette transition est possible pour arriver à ce que vous expliquez Moi, c'est ce que je souhaite et que je présente. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Vous voyez, c'est vraiment, imaginez, moi je suis une cellule dans un organisme global. Cet organisme global a des besoins d'apprentissage et d'intégration de certaines expériences, comme par exemple se brûler à une chandelle ou de se faire expliquer que ça brûle et de ne pas le faire. Moi, je ne suis pas habilité à dire ce que l'humanité veut, entre guillemets, expérimenter de façon inconsciente pour évoluer globalement. Je peux seulement dire ce que j'espère vivre par rapport à ces défis. Et en le mettant en lumière, peut-être que ça permet de le vivre en conscience et donc de le vivre comme ça. Quelque chose est possible. C'est ça, exactement. Et donc c'est pour ça que je donne ce cours. C'est pour ça que je le mets en ligne aussi. C'est que je me dis, peut-être plus de gens le verront, ou plus de gens verront qu'il n'y a pas, enfin il y a peut-être d'autres solutions que celles qu'on a envisagées, et de basculer en fait dans sa manière de plus être dans ce rapport de confrontation au gouvernement, mais plutôt de partenariat et vers une transition avec plus d'autonomie. Si on sait où on va, ça va. Si on ne sait pas où on va, en fait on est comme une boule de billard, une boule de ping-pong qui se tape sur le mur. On avance dans la bonne direction, mais on se prend des murs à chaque fois, quoi. Voilà. Mais voilà, encore une fois, il y a cette sagesse de se dire si l'humanité a vraiment besoin de vivre une grosse crise, parce qu'en fait c'est la seule solution, parce que sinon ils vont pas apprendre ou ils vont faire des trucs un peu plus trash par la suite, alors je dois lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, c'est l'exemple que je vous ai donné avec l'âme qui regarde la vie entière de l'enfant et qui voit qu'à 16 ans, s'il ne s'est pas tapé avec le marteau à 5 ans, il ne va pas faire attention avec des outils, il va se couper la main. Et donc, moi je sais qu'il y a un niveau qui me dépasse et où les événements qu'on va traverser seront du sur-mesure pour qu'on évolue. Moi je peux juste apporter ma petite pierre pour dire et si on allait par là pourquoi pas. Et puis après, je ne peux pas aller au-delà de ça. Parce que sinon je rentre dans un jeu de pouvoir, où j'essaie de prendre le pouvoir, de forcer, etc. Vous voyez ? Et ça, c'est justement, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Parce que finalement, c'est la façon dont la plupart des gens vous présentent les choses. C'est en vous disant, c'est la seule alternative. Et puis vous présentent des arguments. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'alternative que je préfère. Et vous verrez pourquoi le terme préférence est beaucoup plus puissant et important. Parce que, encore une fois, sinon, c'est juste encore de nouveau la même tentative de trouver une vérité absolue, où on n'a pas le choix, pour se délester de notre super pouvoir en fait d'humain qui est de choisir. C'est miraculeux en fait
de pouvoir choisir. Et le libre arbitre, c'est vraiment un cadeau. Mais donc se débarrasser de ça, c'est encore une fois de nouveau vouloir nous transformer en machine et voilà, tout ce qui en découle.